Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors si vous voulez bien, on va démarrer. C'est 45 minutes dédiées exclusivement au sujet du Drive to Store. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Laurent Landel. On va dire dans le civil, je suis directeur associé de Bonial. C'est une société pionnière et leader d'ailleurs du Drive to Store en Europe. Et dans le privé, je m'occupe au sein de la MMAF du groupe de travail dédié au Drive to Store. Voilà, ça va être une journée un peu particulière parce que vous allez le voir, on va découvrir beaucoup de chiffres. Je pense que c'est la première fois d'ailleurs que l'association et que d'ailleurs un acteur va communiquer autant de chiffres sur la réalité objective de ce qu'est le Drive to Store en France. Et donc c'est Jamila de Médiamétrie qui va nous présenter cette étude qui a été commanditée par la MMAF, qui va nous en présenter les principaux insights. Et on aura ensuite une table ronde avec les trois partenaires grâce à qui on a pu conduire cette étude. Je pense à S4M, et je pense à WPP, le groupe de communication, et je pense évidemment à Philippe. Voilà. Et alors, parce que vous allez voir, on va bouffer du chiffre, comme on dit. Moi, je voulais vous faire une petite introduction sans chiffres, mais pour essayer de planter le décor. Avec la photo qui m'a fait le plus marrer de l'année, personnellement, qui est celle-là. C'est, je trouve, la meilleure illustration qui soit de ce qu'est le Drive to Store. Vous voyez, Monsieur Gou, il nous dit en fait, au travers de cette photo, il nous dit plein de choses. Il nous dit que les magasins de tout temps ont réussi à donner envie aux consommateurs de se déplacer dans les magasins grâce à un truc incroyable, leurs offres qu'on a retrouvées, nous, dans nos jeunesses, toujours dans nos boîtes aux lettres grâce à des catalogues papier, grâce à des 4x3 dans la rue, grâce à des pubs à la radio. Mais ces offres-là, elles ont une capacité d'attractivité pour les magasins qui est juste impressionnante. Et ce que nous dit aussi Monsieur Gou au travers de cette image, c'est que c'est super le papier, mais c'est peut-être pas très moderne et c'est peut-être pas ce qui, à lui, nous correspond le mieux. Et en fait, Monsieur Gou, comme tous les consommateurs, il a été récemment très mal élevé par un outil qu'on utilise tous les jours, qui est évidemment, pardon, je fais avaler le micro. Voilà, qui est le mobile. Et ça, c'est une vraie blague. Deuxième blague qui m'a beaucoup amusé. Ça, c'est la blague de Sainsbury, qui est un distributeur anglais. Donc ça, on est sur le canard WC anglais. Hein. Et vous voyez, il y a marqué, vous êtes en train de lire ça parce que vous êtes rendu aux toilettes sur votre smartphone. Ça nous est à tous arrivé. Et je trouve que ça illustre bien l'importance de ce support dans nos vies. On le sait, c'est devenu de très loin le premier média. Et donc, on n'est absolument pas surpris, et vous ne serez probablement pas surpris de découvrir dans l'étude qu'on a commanditée à Médiamétrie que, oui, le smartphone, ça devient le principal driver du trafic en magasin. On imaginait bien que le mobile influençait les ventes en ligne, mais moi, je n'avais pas très bien appréhendé le fait qu'il allait s'imposer comme étant la première source de trafic en magasin. C'est aujourd'hui la réalité. Et alors, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de chiffres. En fait, j'ai menti, il y en a un. C'est celui-là. J'ai beaucoup aimé cette vision d'Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, qui nous disait en 2018 « Je me donne comme objectif qu'en 2022, 50% de mon budget marketing soit investi en digital. » C'est le seul distributeur à l'avoir dit, et à l'avoir dit d'ailleurs très tôt. Et s'il l'a dit, c'est qu'il a bien compris que si effectivement le smartphone influence plus de la moitié des achats en magasin, ça semble assez cohérent que le budget marketing du distributeur, lui aussi, suive cette tendance-là et soit, on va dire, un ISO-investissement. Donc, je trouve que ce serait un super bon... en fait, c'est une très bonne prédiction pour le retail. Si on arrive à aider les distributeurs à croire encore plus dans le mobile, alors je pense que le commerce physique va s'en sortir grandi. Parce qu'on sait tous, hein, communiquer par les mobiles, c'est souvent moins efficace, souvent plus cher, et très souvent même les deux en même temps. Voilà, je vais passer la parole à Jamila qui va vous présenter les principaux insights de cette étude qu'on a conduite. Elle a vraiment vocation à aider le marché, les distributeurs à y voir clair avec des chiffres qui sont de la réalité. C'est une question qu'on a posée aux consommateurs français sur la réalité de leur usage du smartphone dans la préparation d'achat en magasin. Et j'ai moi la conviction que ces chiffres vont aider tout le monde à y voir plus clair. Je remercie chaleureusement les trois partenaires qui ont permis à cette étude de voir le jour. S4M, WPP et évidemment l'application Fumi. Merci à eux trois.
bienvenue, Jamila. Bonjour à tous, merci Laurent. Laurent a mis la barre très haut, parce que présenter les chiffres de façon rigolote, c'est un peu compliqué. Je vous remercie d'être présent. Effectivement, je vous propose de partager avec vous les enseignements de l'étude que nous avons réalisée pour le compte de la FMA à la fois sur le smartphone, mais aussi sur l'impact, notamment sur l'impact du smartphone sur les comportements d'achat des Français en magasin. Donc, rapidement, en termes de méthodologie, je vais aller vraiment très vite sur ce point-là. Pour réaliser cette étude, nous avons interrogé un peu plus de 1500 individus âgés de 15 ans et plus, les utilisateurs de smartphones. Nous les avons interrogés en ligne au mois de juin dernier et nous avons redressé les résultats à la fin de la réalisation de l'étude pour obtenir une représentativité des résultats. Et très rapidement, avant de commencer à parler usage, encore faut-il s'intéresser à l'équipement. Aujourd'hui, au total en France, on compte à peu près 75% d'utilisateurs de smartphones. C'est très compliqué de... Je vais essayer de parler encore plus fort. Donc 75% d'utilisateurs de smartphones en France. Et à partir du moment où on voit ce taux qui est quand même assez élevé, on se pose la question à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des populations les plus jeunes. Et alors pour voir ce qui se passe au niveau des populations les plus jeunes, pardon, excusez-moi, en parlant d'équipement, on le voit ici, on a à peu près on a 3 acteurs qui sont majoritaires en termes d'équipement des smartphones. On a bien sûr Samsung et Apple qui sont nettement présents, qui totalisent aujourd'hui quasiment les 2 tiers des utilisateurs de smartphones. Et puis ensuite, on va retrouver Huawei qui aujourd'hui compte un peu plus d'un utilisateur sur 10. Un utilisateur sur 10 pour Huawei, bien sûr, il y a d'autres équipementiers qui sont présents, qui sont sur des taux de pénétration qui sont beaucoup moins élevés, qui sont plutôt aux alentours de 3%. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on totalise ces constructeurs de smartphones, on va obtenir à peu près, merci, c'est beaucoup, on va obtenir à peu près, on obtient à peu près un utilisateur sur 5 qui utilise un smartphone construit par un constructeur chinois. Donc ça, c'est un point qui est assez important. De la même manière, si on regarde du côté des OS, les OS qui sont utilisés aujourd'hui, il y en a 2 principalement. Android qui va générer, qui va, on va dire, occuper la place pour tous les équipements hormis Apple. Et puis l'iOS qui va équiper l'iPhone. Donc, bien sûr, quand on considère qu'il y a aujourd'hui 75% d'utilisateurs de smartphones, on peut se poser la question à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des populations les plus jeunes. Et quand on s'intéresse aux populations les plus jeunes, là, dans le cadre de cette étude, on s'est focalisé sur le dernier enfant du foyer. Et on a voulu voir à quel moment le dernier enfant du foyer est équipé de son premier smartphone. Quand on observe cette donnée-là, on se rend compte que la salve d'équipement la plus importante arrive à l'âge de 11 ans à peu près, entre 11 et 12 ans. Donc c'est l'âge auquel on accède au collège. Là, on va avoir 25% des enfants qui vont être équipés de leur premier smartphone. Encore une fois, j'insiste, on est sur le dernier enfant du foyer. Mais si vous regardez un tout petit peu plus loin, ou un tout petit peu plus tôt, je dirais, vous allez avoir une proportion d'enfants qui vont être équipés un peu plus tôt. Alors, c'est assez incroyable, il y a quand même des enfants qui sont équipés, peut-être pas dès 5 ans, mais en tout cas plus jeunes que les 11 ans. Et si on cumule justement ceux qui sont équipés avant 11 ans avec ceux qui sont équipés dès l'âge de 11 ans, on est à peu près en présence d'un tiers des enfants qui disposent déjà d'un smartphone dès leur entrée au collège. Alors, j'aimerais bien faire un exercice et faire un petit sondage pour savoir parmi vous, ici présents, combien avaient un téléphone à 11 ans? Moi, j'en avais pas. Bravo. C'est tellement gardé ça. Donc, l'idée, c'est de voir justement depuis quand et à quel point aujourd'hui la présence du smartphone est importante dès le plus jeune âge. Et on le voit d'ailleurs, 70% des enfants ont déjà un téléphone, ont déjà un smartphone entre les mains à partir du moment où, même avant 18 ans. Et alors du coup, ce terminal, comme je vous le disais, a vraiment une importance majeure aujourd'hui au quotidien. On l'utilise pour beaucoup de choses.
On l'utilise notamment pour faire des recherches, on l'utilise pour communiquer, pour se renseigner sur un certain nombre de choses. On l'utilise d'ailleurs, il contribue beaucoup, il a complètement bouleversé nos façons de fonctionner, mais il a surtout beaucoup et fortement contribué à ce qu'on appelle le réflexe digital. Aujourd'hui, on s'adresse au digital, on se tourne vers le digital pour toute chose, pour se renseigner, pour s'informer, pour se divertir, etc. et pour préparer ses achats. D'ailleurs, on le voit ici. 78% des utilisateurs se tournent vers le digital justement pour se renseigner et pour préparer leurs achats. Ce réflexe digital, on va l'utiliser que ce soit via des moteurs de recherche, via des sites et applications d'enseigne. On va utiliser tout un tas de sources d'informations justement pour se renseigner et pour préparer ses achats et même pour préparer son déplacement en point de vente. Et lorsqu'on évoque le digital, bien entendu, je vous le disais tout à l'heure, on va s'intéresser au smartphone. Le smartphone, aujourd'hui, est utilisé... Le smartphone qui est aujourd'hui utilisé par quasiment 9 individus sur 10 de façon très régulière. Quand je dis très régulière, c'est quasi quotidiennement. Donc le smartphone qui est utilisé quotidiennement, là aussi pour différents sujets et pour différents usages, 9 individus sur 10 vont l'utiliser très régulièrement pour se divertir, pour s'informer. Ils vont aussi l'utiliser pour préparer des achats, pour rechercher des informations autour de ces achats ou pour préparer aussi leur déplacement en point de vente. Et puis ensuite, on le voit ici, le smartphone est utilisé aussi de plus en plus pour acheter sur Internet, donc pour carrément concrétiser l'acte d'achat sur téléphone mobile. Alors c'est le cas d'à peu près 6 individus sur 10, 6 utilisateurs sur 10 au global, mais c'est surtout le cas de 80% des millennials, les fameux 15-34 ans, qui sont nés quasiment avec un smartphone entre les mains et qui vont aujourd'hui très fortement l'utiliser pour acheter en ligne. Ces chiffres-là indiquent bien l'importance du smartphone dans les pratiques d'achat. On pourrait carrément dire, on pourrait presque dire que le smartphone, c'est vraiment le trait d'union qui va permettre de rattacher le physique au digital, le digital au physique, et qui va accompagner l'utilisateur tout au long de son processus d'achat ou tout au long de son processus qui va l'amener justement en point de vente. Et d'ailleurs, on peut le voir ici, la relation au smartphone est très forte puisque les smartphones deviennent aujourd'hui des outils indispensables justement pour préparer leurs achats et pour se rendre en point de vente. On a identifié parmi les utilisateurs que nous avons interrogés ce qu'on a appelé à peu près 2/3 d'individus que nous avons appelés les inconditionnels du smartphone. Pour ces personnes-là, utiliser le smartphone pour préparer leur déplacement en point de vente est indispensable. Le smartphone est indispensable aussi pour partager des informations avec leurs proches, pour recevoir les communications des marques. Bref, le smartphone est vraiment central dans leur comportement et dans leurs usages en termes de préparation d'achat. Et si on se mettait tous en situation aujourd'hui, qui d'entre nous n'a pas utilisé son smartphone à un moment donné dans la rue parce qu'il aurait besoin de trouver un point de vente, parce qu'il aurait besoin de trouver la dernière palette Sanala qui est disponible dans tel ou tel magasin d'hygiène et beauté, ou parce que son dernier petit lui a demandé les dernières baskets de Nike ou n'importe quelle autre marque. Et là, on va avoir un avantage qui est crucial, un avantage qui est aussi de plus en plus utilisé, c'est la géolocalisation. C'est très pratique, ça nous permet de savoir directement où trouver le produit, où trouver le point de vente dont nous avons besoin pour s'y rendre assez rapidement. Et alors, cette notion, je dois viser à ce pardon. Cette notion de géolocalisation, elle est importante parce qu'elle est de plus en plus acceptée. Aujourd'hui, on va voir le verre à moitié plein. Pas loin d'un individu sur deux va accepter de partager ses données de géolocalisation, que ce soit sa position actuelle, que ce soit son lieu de domicile de travail. Et cette information, les utilisateurs vont accepter de la partager pour une raison très simple, c'est pour une raison, j'ai envie de dire, de bénéfice et de praticité. C'est pour pouvoir bénéficier de nos plans qui soient proches de soi, ou c'est aussi pour pouvoir découvrir de nouveaux points de vente qu'on n'a pas pu voir auparavant ou qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc il y a vraiment une notion d'avantage et de bénéfice qui est tirée par ce partage d'informations. La géolocalisation d'ailleurs qui est aussi une
une donnée personnelle qu'on accepte de partager avec les marques. Et attention, pas systématiquement avec toutes les marques. La géolocalisation, comme je vous disais, est une donnée personnelle et globalement, les utilisateurs vont accepter de partager les données personnelles, quasiment aux 2/3, mais de façon beaucoup plus marquée quand il s'agit de marques ou d'enseignes où on est déjà client. Il y a déjà une relation qui est établie, il y a déjà une confiance, on va dire, qui est établie, et à partir de là, il est plus simple de partager ces données personnelles. C'est un peu plus compliqué quand la marque est plus éloignée de l'utilisateur et que l'utilisateur ne la connaît pas forcément. Donc, on parlait de smartphone, de l'importance du smartphone dans le cadre de la préparation d'achat et du processus qui amène l'utilisateur jusqu'au point de vente. Ce processus-là va être constitué de plusieurs démarches ou de plusieurs actions. La recherche personnelle en fait partie. Et si on regarde plus précisément, nous avons une bonne partie, quasiment 8 individus sur 10, 8 utilisateurs sur 10, qui ont déjà réalisé des recherches sur leur smartphone, justement pour se rendre en point de vente, ou pas. En tout cas, des recherches qui sont liées à un acte d'achat, qui sont liées soit à la recherche d'informations concernant un produit, concernant un prix. C'est une pratique aujourd'hui qui est clairement généralisée, qui est effectuée pour que ce soit à travers des moteurs de recherche, que ce soit à travers les sites ou applications des marques. Notez que les réseaux sociaux, par exemple, qui font partie des sites qui sont les plus consultés, les réseaux sociaux comme les moteurs de recherche sont fréquemment consultés. Pour vous donner une indication, les moteurs de recherche sont consultés de façon mensuelle par 87% des utilisateurs et les réseaux sociaux vont être consultés à 85% de façon mensuelle par les utilisateurs. On va retrouver aussi bien sûr les sites et applications des marques qui, une fois cumulés, se rapprochent beaucoup d'ailleurs des moteurs de recherche et qui sont aussi très fréquemment consultés par les utilisateurs pour se renseigner sur un produit et préparer un déplacement en point de vente. Alors, le moins qu'on puisse dire pour ces recherches, c'est qu'elles sont efficaces, donc elles amènent l'utilisateur à se rendre en point de vente. On le voit ici, on a à peu près les 2/3 des utilisateurs qui se rendent en point de vente après avoir effectué une recherche. Encore une fois, les moteurs de recherche sont utilisés à peu près aux 3/4 par les utilisateurs. Et si on cumule encore une fois les applications et les sites des enseignes, on va se retrouver face à des contenus qui sont même plus fortement consultés que les moteurs de recherche. Alors, plusieurs informations sont recherchées sur les sites et applications ou sur les moteurs de recherche. On va retrouver à la fois des informations qui concernent le prix en priorité, c'est ce qui est recherché à 67% par les utilisateurs, mais on va aussi retrouver des informations qui sont liées à la disponibilité par exemple d'un produit dans un point de vente ou la localisation d'un point de vente à proprement parler ou même par exemple consulter les avis par rapport à des produits. Bien sûr, il y a d'autres types d'informations qui sont recherchées. On va retrouver par exemple des informations qui sont liées à tout ce qui est programme de fidélisation par exemple. Là, ça va être des informations qui sont beaucoup moins consultées et beaucoup moins recherchées, en tout cas dans le cadre de la préparation d'un déplacement en point de vente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces visites généralement interviennent de façon assez rapide après ces recherches-là, puisque pour les 2/3 des utilisateurs qui ont effectué ces recherches, j'essaye de parler le plus fort possible, pour les 2/3 des utilisateurs qui consultent, qui font ces recherches-là, un peu plus des 2/3 d'ailleurs, ces visites en point de vente vont intervenir relativement rapidement puisqu'elles vont intervenir dans la semaine. Parmi les points de vente les plus visités dans ce cadre-là, on va retrouver les moyennes et grandes surfaces, on va retrouver aussi par exemple les restaurants ou les magasins de mode et d'aliments qui sont pas mal visités par les utilisateurs qui ont effectué des recherches. Alors, le smartphone, encore une fois, indispensable dans le cadre de la préparation d'achat et dans le cadre de la visite en point de vente, à la fois pour effectuer des recherches, mais aussi, c'est aussi un moyen pour les utilisateurs d'être plus facilement en contact avec les marques, ou à l'inverse, pour les marques d'être en contact avec l'utilisateur. Et là, le smartphone a vraiment révolutionné la donne, puisqu'aujourd'hui, on peut totaliser... Puisqu'aujourd'hui, on totalise 9 utilisateurs sur 10 qui sont en contact avec les marques et qui ont reçu une communication de la part d'une marque. Ces communications qui sont transmises par les enseignes
sont largement présentes auprès de l'ensemble des utilisateurs qui ont déjà consulté que ce soit des communications qu'on appelle adressées, des communications comme par exemple les mails ou les SMS. La plupart du temps, ce sont quand même des communications qui sont adressées par des marques avec lesquelles ils sont déjà en contact, ou des communications ciblées. Cette fois-ci, on va plutôt parler de publicité ou de notifications. Ces communications, globalement, sont reçues de façon assez fréquente. C'est notamment le cas, par exemple, pour les mails, qui sont reçus à 93% de façon mensuelle par les utilisateurs. Et puis les publicités, là, on va être sur un niveau un tout petit peu moins élevé. On est aux alentours de 87%. Et on est vraiment sur une proportion qui est assez élevée. Et puis les notifications sont, elles, reçues de façon un tout petit peu moins fréquente, mais par 80% quasiment des utilisateurs qui les reçoivent de façon mensuelle. Et tout comme pour les recherches, on va noter une efficacité de ces communications, puisque ces communications, elles aussi, incitent à la visite en point de vente, puisqu'aujourd'hui, on a plus de la moitié des utilisateurs qui ont été touchés par les communications, qui se sont rendus en point de vente suite à la réception de ces communications. C'est une proportion qui est encore plus élevée chez les cibles les plus jeunes, par exemple les millennials, puisque les 2 tiers d'entre eux se sont déjà rendus en point de vente après avoir reçu ces communications. Il en est même pour les femmes, par exemple, qui elles aussi se déplacent en point de vente à 66% après la réception de ces communications. Là aussi, on retrouve des communications adressées qui sont extrêmement efficaces, puisqu'à 98%, elles incitent à aller en point de vente. Et puis, on retrouve aussi les communications ciblées qui le sont un petit peu moins. Cette efficacité, on va la voir aussi. On va la voir aussi au niveau de la vitesse à laquelle les individus vont se rendre en point de vente. Tout à l'heure, on parlait des recherches qui incitaient à plus des 2 tiers à se rendre en point de vente dans la semaine qui suit la recherche. Quotidiennement, c'était aux alentours de 20%. Là, sur les communications, on est aux alentours de 12%, ce qui est quand même pas négligeable. Mais si on fait le cumul sur la semaine, les visites en semaine, les visites en point de vente qui suivent la communication dans la semaine, vont être aux alentours de 65%, donc on n'est vraiment pas très loin de la proportion générée par les recherches. Là aussi, on va avoir des lieux différents qui vont être visités. On retrouve encore les moyennes et grandes surfaces. On va retrouver les magasins de mode et puis les magasins d'hygiène et beauté qui sont visités à la suite de la réception de ces communications. Donc, l'efficacité des communications n'est plus à revoir, elle est totalement prouvée. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on parlait tout à l'heure de géolocalisation. Si à un moment donné on combine communication et géolocalisation, on va être en présence d'une efficacité qui va encore être renforcée, puisque la visite en point de vente dans la journée qui suit la réception de ces communications va encore augmenter, puisqu'elle est de 17%. Déjà à la base, 70% des utilisateurs vont être amenés ou vont aller en point de vente à la suite de la réception de ces communications. Sur une communication standard, nous étions à 58%. Et là, on est à 70%, donc il y a une performance qui est déjà meilleure. Mais en plus, la rapidité de cette visite est encore plus marquée chez les utilisateurs. Notez que 63% des utilisateurs ont déclaré avoir reçu une communication ciblée par les marques. Une communication géolocalisée par les marques. Et alors, on parle de communication géolocalisée, donc il y a une notion de praticité encore une fois, puisqu'on arrive à savoir où on est exactement et quel est le point de vente auquel on peut se rendre. Il y a un point qui est important aussi, c'est que les communications sont d'autant plus performantes lorsqu'elles apportent une information qui est, je dirais, à la fois pratique, utile et qui est bénéfique pour l'utilisateur. Et comme on peut le voir ici, les communications qui vont être appréciées, qui vont amener en point de vente, ce sont des communications qui vont porter une information, par exemple, sur une promotion, sur la disponibilité d'un produit, sur la localisation d'un point de vente. Donc, tout ce qui est information qui vont apporter vraiment un bénéfice, un réel bénéfice à l'utilisateur et qui vont amener cet utilisateur à aller en point de vente. Alors, on a parlé de recherche, on a parlé de l'efficacité des recherches, on a évoqué également les communications, qu'elles soient standards, classiques ou géolocalisées. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question à savoir qu'est-ce qu'il en est de combiner les recherches avec les communications. Sur une certaine tranche de la population, il semble intéressant de combiner les deux et d'avoir vraiment
est intéressant d'avoir une combinaison des deux. Tout à l'heure, je vous disais que quasiment 8 individus sur 10, 8 utilisateurs sur 10 ont effectué une recherche dans le cadre d'une préparation d'un achat. Sur l'ensemble de ces individus, on en a à peu près 1 sur 5, un tout petit peu moins d'1 sur 5, qui finalement ne va pas se rendre en point de vente à la suite de cette recherche. La question, c'est est-ce qu'ils sont perdus? Pas totalement, parce que sur ces 1 sur 5, l'ensemble de ces 1 sur 5, une grande partie en tout cas, va recevoir une communication de la part d'une marque. Cette communication va être efficace pour un tiers de ces individus. Alors, un tiers des individus qui ont effectué une recherche et qui ont reçu une communication, pour lesquels la recherche n'a pas été efficace, la communication va être efficace. Cet indicateur montre à la fois l'incrémental que la communication peut apporter, mais elle apporte aussi une preuve de la pertinence de la complémentarité entre recherche et communication qui peut être portée par les marques. Alors, en conclusion et en quelques mots, comme je vous le disais, le smartphone est un équipement qui est aujourd'hui définitivement indispensable et incontournable même dans la préparation d'achat et même dans la préparation des visites en point de vente. La géolocalisation est aujourd'hui de plus en plus acceptée à partir du moment où elle apporte un certain bénéfice à l'utilisateur. C'est considéré comme un partage de données personnelles qui est beaucoup plus accepté, beaucoup plus facilement. Les utilisateurs sont beaucoup plus facilement disposés à partager ces données personnelles avec des enseignes dont ils sont clients. La recherche personnelle, bien entendu, est un facteur prédominant dans le drive to store et les communications sont un complément efficace à ces recherches, à combiner justement avec ces recherches pour avoir encore une efficacité encore plus importante sur la conduite de l'utilisateur vers le point de vente. Merci. Merci beaucoup, Jamila. Merci beaucoup, Jamila, pour cet abstract de l'étude. Je précise que l'étude elle est beaucoup plus longue et beaucoup plus complète. Choisir, c'est renoncer. On s'est creusé la tête pour montrer ce qui nous semblait un peu plus intéressant dans le temps assez court qui nous était imparti. Si vous allez sur le site de la MMAF, www.mmaf.fr, vous retrouverez l'étude complète à télécharger. Donc c'est pas MMA, c'est pas MAIF, c'est bien MMAF. Voilà. On va passer maintenant à la table ronde. Si les trois sponsors et invités veulent bien nous joindre. Alors, objectivement, on a beaucoup de chance d'avoir avec nous trois acteurs de référence de cet univers de Drive to Store. C'est pas surprenant d'ailleurs que ce soit les premiers qui soient manifestés pour soutenir le lancement de cette étude. Donc, évidemment, Ladies First, on va commencer par Karine qui pilote l'activité commerciale de Fini en France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, bien sûr, mais aussi sur Fini? Bonjour, c'est bon, ça marche là? Bien sûr, le Drive to Store étant un levier central pour Fini, c'était important pour nous de nous associer à cette étude plutôt complète et objective. C'est vrai qu'à l'heure où les budgets d'acquisition sont de plus en plus lourds et la fidélité de plus en plus volatile, Fini justement a renforcé sa position initiale de simple wallet avec de nouvelles fonctionnalités pour avoir une data beaucoup plus qualifiée et devenir un compagnon shopping idéal pour les utilisateurs et bien évidemment pour devenir pour les annonceurs un outil mobile to store puissant afin d'adresser le bon contenu au bon moment. Alors à côté de Karine, c'est Vadim. Alors Vadim, il en connaît un rayon car il est consulting manager, attention, au sein du département commerce chez Groupe M, qui est, je crois, l'agence à la pointe sur ces questions de Drive to Store. Vadim, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les raisons de ce partenariat, avec une recommandation pas très chic, mais absolument nécessaire,
Micro très très près de la bouche. C'est comme ça, là, exactement. Oui, donc effectivement, je suis parti de GroupM, l'agence leader du marché de la publicité en monde et France. Effectivement, GroupM se penche sur les questions du mobile, et plus spécifiquement du Drive to Store. J'ai l'impression du Drive to Store depuis le début. Ça fait 5-6 ans que cette technologie existe. Donc effectivement, moi personnellement, je suis parti de GroupM Commerce, qui est donc une entité, une structure dédiée, une structure dédiée qui accompagne ses clients dans les stratégies e-retail, Drive to Store et Omnicanal pour les agences, les 4 agences médias de GroupM. Et donc ça fait depuis à peu près 2016 qu'on audite régulièrement ces solutions mobile to store du marché, à la fois sur le volet technologique et sur le volet méthodologique. Et on en reparlera par la suite. Et donc voilà, en tant qu'agence média et en se penchant sur ces problématiques-là, il était essentiel pour nous de mieux comprendre l'impact de la publicité mobile auprès des consommateurs avant qu'ils se rendent dans les points de vente. Merci beaucoup Vadim. Et à côté de toi, c'est donc Dominique. Dominique, c'est le patron de S4M en France. Alors S4M, eux, ils ont eu des creux parce que le sujet du Drive to Store, ils y sont depuis très longtemps. Ils ont été eux aussi pionniers sur la question. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur S4M et sur la raison de ce partenariat? Bien sûr. Bonjour à tous. Effectivement, ça nous a paru très très naturel de nous associer à la MAF pour la réalisation de cette étude, tout simplement parce que le Drive to Store, c'est notre sujet depuis maintenant 4 ans. On a développé une plateforme technologique dédiée au Drive to Store, dont l'objectif est de générer du trafic incrémental et donc du business incrémental dans les points de vente, concrètement chez les retailers, et ça au travers le canal mobile. Donc aujourd'hui, on aide effectivement un certain nombre de marques à mieux cibler leurs audiences, à mieux driver le trafic en point de vente et à mesurer, comme le disait Vadim à l'instant. Donc voilà en quelques mots qu'est-ce qu'est S4M aujourd'hui. Merci beaucoup Dominique. Alors, on va commencer par peut-être commenter un premier chiffre qui a été pour moi et peut-être pour vous aussi une surprise. Moi, j'ai halluciné de voir que 70% des moins de 18 ans sont équipés d'un smartphone. C'est un chiffre monstrueux. Moi, j'étais curieux d'avoir ton avis, Vadim, sur comment est-ce que ça influence les stratégies des annonceurs, finalement. Oui, alors effectivement, 70% des moins de 18 ans, c'est un gros chiffre, et en fait, il se grossit encore quand on regarde les plus de 18 ans, parce que 80% aujourd'hui des Français ont un smartphone. Donc il y a un taux de pénétration qui est avoisine même les 100%, si on exclut les beaucoup plus jeunes et beaucoup plus anciens. Donc en fait, la question pour un annonceur aujourd'hui, c'est plus est-ce que je dois aller sur le mobile, parce que ça, on a dépassé cette question depuis un certain temps, c'est comment j'y vais, comment je maîtrise le mobile, quels sont les assets, quelle data j'exploite, quel message publicitaire, etc. Donc effectivement, ce levier-là permet aujourd'hui sous différentes formes d'activer des stratégies d'acquisition et de fidélisation par la suite. Et donc en fait le mobile aujourd'hui avec ce taux de pénétration de 80% des Français est devenu le premier point de contact entre un consommateur et la marque. Effectivement, comme le disait Jamila précédemment, en fait, dès qu'on a une question, le premier réflexe quand on est en soirée ou à l'extérieur ou peu importe, j'ai une question, mon premier réflexe c'est d'aller sur le smartphone, trouver la réponse, trouver les notations de produits, trouver l'endroit le plus proche, trouver plein d'informations. C'est même, si on partit un peu plus loin, l'extension un petit peu aujourd'hui de notre cerveau, hein, parce qu'on se sert vraiment du mobile comme référence. Et donc, du coup, effectivement, l'idée c'est plus est-ce que j'y vais, c'est comment j'y vais. Donc, ça va effectivement par la suite, quelles sont les activations pour activer. Merci beaucoup Vadim. Et alors Karine, sur Feedme, qui est une application qui est très populaire en France, qu'est-ce que tu peux nous dire de la base d'utilisateurs ou d'utilisatrices? Alors on est sur une base qui est plutôt mixte, des 25-49 ans, à savoir que ces responsables des achats ont pour la plupart effectivement des enfants et que ces enfants sont suréquipés. Donc l'influence effectivement de ces responsables des achats est aussi liée à leur univers familial. Cette cible, on le voit, a en moyenne 12 à 14 cartes de fidélité actives. C'est pas uniquement les avoir effectivement rentrées dans un portefeuille, elles sont activées toutes les semaines, voire tous les mois pour certaines. Et on voit que les femmes, effectivement, en ont à peu près en moyenne 5 de plus que les hommes.
Et on se rend également compte que ce sont elles qui scannent le plus de tickets et de caisses dans l'application, puisque c'est une nouvelle fonctionnalité de l'appli. On a en moyenne 35% de plus de tickets scannés par les femmes. On se rend compte également que les profils qui ont des cartes de l'univers sport sont un profil qui sont très sensibles aux promos, puisqu'on voit que ce sont eux qui ont, sur l'année 2019, scanné pour avoir effectivement des remboursements. Ils ont scanné plus 41% de fois que la moyenne. Voilà ce qu'on peut dire des aspérités, on va dire, de la cible de Fini. Merci beaucoup Karine. Et c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont assez contre-intuitifs. Aujourd'hui, on sait que 85% du business du retail continue à se faire dans les magasins. Le e-commerce, ça n'est que 15%. Toi, Dominique, est-ce que tu as des insights sur la manière dont ces jeunes entretiennent une relation avec les magasins? Ou pas d'ailleurs, peut-être que tu vas nous dire que c'est plus le cas du tout. C'est quoi ta vision? Alors, effectivement, tu disais 85% des ventes en magasin physique. Aux US, on parle même de 90%. Donc le commerce se passe toujours clairement dans des magasins. Et en même temps, on a cette tendance, au-delà d'une tendance, le mobile aujourd'hui à peu près omniprésent. Certaines études, alors là je vais citer une étude qui n'est pas celle de la MMA, mais effectivement une autre étude réalisée par Bazaar Voice il y a à peine un mois, montre que les magasins sont essentiellement visités par les seniors et par les jeunes. Donc effectivement, quand on met en relation ces deux chiffres, 85% des ventes en magasin, plus effectivement des magasins visités par les jeunes, on se dit clairement que le mobile, c'est le canal de communication idéal si on veut à la fois rajeunir son contexte, son cœur de cible, et puis si on veut vraiment driver du trafic dans les points de vente. Aujourd'hui, voilà l'éclairage que l'on peut donner. Ouais, super intéressant, et je crois que pour tous les retailers, l'enjeu de rajeunir la cible de clientèle et de préparer l'avenir, il est sur le haut de la pile des sujets du DG. Donc je ne doute pas que le mobile se retrouve en bonne place dans leur stratégie. Moi, il y a un chiffre qui m'a bluffé, c'est ce 78% de premier réflexe digital. Il y a le chiffre et puis il y a le premier. C'est-à-dire que quand on prépare un achat, aujourd'hui, pour 78% des gens, on va commencer sa recherche par se tourner vers une source digitale. Ça rebat assez radicalement les cartes de la manière dont on préparait les achats jusque-là. Avant, c'était les catalogues, on faisait du shopping, on allait dans les magasins voir ce qui se passait. Ce temps-là est terminé. Maintenant, si vous n'êtes pas sur mobile, en tant qu'annonceur, vous courez le risque de passer à côté de 78% de début de parcours d'achat. Qu'est-ce que ça implique, ça, Vadim, pour les annonceurs? J'imagine que c'est un wake-up call assez significatif. Oui, alors tout à fait, c'est vrai que c'est significatif. Cependant, il faut quand même, je vais temporiser un tout petit peu ces propos-là en tant qu'agence média. Plurimédia, évidemment, tous les médias ont un impact sur les visites physiques en point de vente. Quand on fait une campagne télé, évidemment, c'est pas l'objectif premier, mais ça ramène évidemment des gens en physique, etc. C'est vrai que là où je te rejoins dessus, c'est que le mobile, 70% des Français, alors pas une autre étude, mais 70% des Français utilisent le mobile des actions consultatives. C'est-à-dire qu'en fait, on va se renseigner, ce qu'on expliquait, sur un point de vente, comparer les produits, voire même dans le point de vente, comparer les produits, etc. Donc en fait, le web device qui va nous suivre partout et tout le temps, et en fait, ça va être la réconciliation entre le monde digital. Je crois que j'ai perdu. Ça va être donc la réconciliation entre le monde digital et le monde physique. Cette réconciliation-là, elle peut être aussi activée via des solutions médias, bref, to store mobile, sous deux angles, qui sont le geofencing. Donc je vais cibler, ça c'est le plus historique, mais c'est que je vais cibler autour de mon point de vente toutes les personnes qui effectuent un appel publicitaire à proximité pour drainer du trafic dans ce point de vente. C'est une stratégie qui peut être amenée par certains secteurs d'activité, moins par d'autres. Typiquement le secteur de fast-food ou de l'événementiel, c'est légitime. Voilà, un achat d'impulsion, on est à proximité. Oh, regarde le dernier burger de fromagère Iran. Et puis il y a une nouvelle catégorisation qui est possible aussi, le ciblage, qui est le géocomportement. Et donc là, en fait, ça rebat un petit peu les cartes parce que ça va permettre de cibler via les déplacements physiques des personnes. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un comportement digital, on va être sur des comportements physiques. Je prends l'exemple d'un Navy sportif qui va 12 fois à la salle de sport par mois, c'est comme quelqu'un d'assez costaud, et qui a un fort intérêt pour le sport, parce qu'on a pu l'identifier dans la salle de sport de slogan. Je prends la même personne qui se rend une fois par mois dans la salle de sport, c'est plus la même catégorisation. Et donc voilà, donc on peut activer ces personnes-là en segment data,
leur adresser un message, et vu qu'on les a effectivement dans un bassin d'audience, on peut continuer et mesurer l'efficacité via la visite physique, et c'est ce que parlait Dominique au préalable. Donc voilà, donc il y a de nouvelles possibilités, des nouveautés technologiques qui nous permettent d'enfin réconcilier le monde du digital avec le monde physique et de pouvoir à la fois adresser et à la fois mesurer ces personnes-là grâce à leur déplacement physique. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est un peu une première dans l'histoire des médias qu'on n'avait jamais eu au Québec. Merci beaucoup Vadim. Et alors Karine, moi j'allais dire, finalement Feedme, c'est la meilleure preuve de ce premier réflexe digital. Le succès de l'application, il tient au fait que maintenant les gens savent qu'il y a une application qui va leur permettre de trouver les bons plans autour d'eux. Est-ce que ça se confirme dans les chiffres que vous observez sur vos utilisateurs? Alors oui, puisque nous dans les données qu'on va pouvoir effectivement qualifier, on voit les usages de l'appli. Donc déjà on sait quand est-ce que l'appli est le plus souvent ouverte. Donc, comme on s'adresse à des responsables des achats essentiellement, on va retrouver des pics à l'heure du déjeuner, en fin de journée, et à partir du jeudi. Et un gros pic le samedi. Ensuite, on a les ouvertures des cartes de fidélité. Ça nous permet également de mesurer les actifs et les inactifs, ce qui n'est pas un terrain négligeable pour aller reconquérir des absents de son magasin, puisque ce n'est pas parce qu'ils sont inactifs sur une carte qu'ils sont inactifs de l'application. On a également donc, les comportements d'achat, puisqu'on va pouvoir, grâce aux tickets de caisse qui sont scannés dans l'appli, relever les marques achetées et où est-ce qu'elles sont achetées et quand elles sont achetées. Donc à partir de là, on peut effectivement avoir des données très qualifiées, pour ceux qui ont activé la géolocalisation également. Donc on va regrouper toutes ces données pour adresser le meilleur message au bon moment, donc avant, pendant ou après. Merci beaucoup Karine. Et alors toi Dominique, comment est-ce que tu interprètes ce premier réflexe digital? J'imagine que c'est une vraie opportunité pour pouvoir suivre le consommateur sans doute. Alors, effectivement, c'est une belle opportunité. Alors juste avant de la détailler, on ne considère pas, en tout cas chez SKFM, le mobile juste comme un nouveau média qui viendrait se superposer à des médias qui sont déjà existants. Le média, il vient de le rappeler, c'est quelque chose c'est quelque chose de très particulier puisqu'il permet d'effectuer ce lien entre le monde physique et ce monde digital. Et aujourd'hui, c'est très clairement le seul outil qu'on a à disposition pour pouvoir mesurer proprement ce qui se passe en magasin. Et si on met en perspective cette capacité de mesure avec les évolutions technologiques sur les smartphones, on se rend compte qu'on a la capacité de faire des choses absolument extraordinaires. D'un tout petit écran, aujourd'hui, on est passé à des écrans absolument gigantesques. On parle même maintenant d'écrans pliables. Et sur un écran de taille très sympathique, on va aller consulter des achats potentiellement impliquants. On ne parle pas juste d'acheter de l'alimentaire, on va parler effectivement, pourquoi pas d'aller acheter son canapé ou sa voiture, parce qu'on a une expérience utilisateur qui est largement meilleure que ce qu'elle était par le passé. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la techno, les écrans qui grandissent, la 5G, ça va beaucoup y contribuer. Moi, le troisième chiffre qui m'a bluffé, c'est ce 45% des possesseurs de smartphones qui se disent prêts à partager la donnée parce que ça leur permet de bénéficier de bons plans de la part d'annonceurs autour de leur position. Et 65% d'entre eux, alors, ils partageaient leurs données de géologue, ils partagent même des données personnelles. C'est juste à l'exact opposé de ce que je pressentais j'allais dire de la frilosité des consommateurs. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Dominique, d'après toi? Alors, effectivement, c'est assez contre-intuitif, je te rejoins complètement. On entend dire que effectivement, les consommateurs ne veulent pas partager leurs données. L'étude montre clairement que ce n'est pas dans ce cas-là. Je pense, alors là c'est un avis qui est plutôt perso, clairement que si le contrat qu'on propose aux consommateurs est clair, il n'y a aucune raison pour que le consommateur ne partage pas ces informations-là. Et je pense qu'effectivement, Feedme en est l'exemple. Ouais, donc s'il y a un bon deal data contre générosité ou bon plan qui m'intéresse ou information mieux personnalisée, le deal est considéré comme fair play par le consommateur. Franchement, c'est un vrai bon learning. Karine, chez vous, j'imagine qu'effectivement des data, vous en avez plein. Comment est-ce que vous arrivez à les utiliser pour que ce contrat soit, j'allais dire, encore mieux accepté par les consommateurs?
Alors, c'est vrai que chez Filmi, la connaissance de l'utilisateur et sa confiance sont les clés. Ainsi, Filmi s'est vraiment mis, on va dire, a suivi les recommandations de la CNIL après la fin 2018, et on a mis en place cette fameuse pop-up propre à la géoloc, isolée d'autres pop-up pour que l'utilisateur puisse accepter les offres promo géolocalisées. Et on a également été plus loin puisqu'on a intégré une CMP pour que ces consentements soient recueillis par un tiers de confiance. Et il est vrai que sur ce segment, on a un score qui est plutôt, on va dire, très honorable, puisqu'on est à plus de 60% de personnes qui ont accepté cette pop-up. Tout simplement parce qu'ils acceptent juste de recevoir les bons plans. Filmi, il n'y a rien à, on va dire, à venir lire en dehors de choisir les meilleurs plans, les meilleures opportunités pour faire ses courses. Donc ce serait dommage effectivement de ne pas utiliser cette géolocalisation en prime. Et cette relation de confiance va encore plus loin, puisqu'on est sur des utilisateurs qui même scannent leur ticket de caisse. Ils nous partagent vraiment toute leur data pour que derrière on leur offre des offres personnalisées justement, et que tout le monde, on va dire, y gagne, et qu'il y ait moins de temps perdu justement à l'ouverture de l'application. Super, merci beaucoup. Il y avait un chiffre intéressant quand on s'intéresse à ce que recherchent en fait les consommateurs. Sans surprise, on retrouve à 67% les prix et les promos qui arrivent juste derrière. Je crois que cette phrase d'Edouard Leclerc n'a jamais été aussi vraie. Les prix bas, les pauvres en ont besoin, les riches en raffolent. C'était très vrai dans les bons vieux catalogues papier, ça l'est aussi dans le digital. Karine, comment est-ce que vous répondez à cette attente forte de la part des consommateurs? Alors effectivement, on va diversifier les propositions, les promotions, les opérations, et puis plus récemment, on a décidé de mettre en place un programme de fidélisation pour les marques qui sont distribuées, afin que l'utilisateur puisse retrouver, on va dire, une relation directe avec la marque, et que la marque puisse également retrouver une relation directe avec le consommateur final, qui le récompense, mais pas uniquement par du financier, qui est des reconnaissances, qui soient des goodies, des jeux, des événements. Voilà, donc on a, nous, créé effectivement cet espace il y a moins d'1 an, et aujourd'hui on est effectivement dans une dynamique qui est effectivement assez prometteuse. On va plus loin puisqu'on adresse un programme de fidélité, on s'applique la même peine à nos utilisateurs, et on leur offre effectivement des privilèges selon comment ils utilisent l'application, ils sont récompensés. Très bien, et alors toi Dominique, donc là il y a ce que les consommateurs nous disent, hein, ils nous disent que ce qu'ils attendent c'est les prix et les promos. Est-ce que dans la réalité on arrive à mesurer des écarts de performance de campagne entre celles qui mettent en avant une promotion et celles qui mettent en avant un message générique en termes d'efficacité? Alors oui, nous c'est ce qu'on voit chez SK-Trade, sur la base de clients et la base de campagne qu'on opère, on se rend compte qu'effectivement il y a une différence. Alors évidemment cette différence elle varie suivant les marchés, mais sur la France on est à une différence à peu près 2 à 3 fois performance supérieure dans le cadre de campagne très-promo. Ok, super intéressant. Alors on a parlé beaucoup de pools, hein, donc de gens qui font des recherches, donc c'est je crois clair pour tout le monde que si je recherche quelque chose, les chances que quand je le trouve, je me rende en magasin, elles sont très importantes. Je pense qu'il faut avoir en tête aussi le use case fondamental pour les marques et les retailers du push, c'est-à-dire que je vais m'adresser à des gens qui ne vont pas forcément demander quelque chose, mais je pense que j'ai malgré tout une chance de les intéresser. Et là, on voit que l'efficacité elle est aussi très largement en rendez-vous. 58% des consommateurs exposés à des campagnes de communication push se sont rendus en magasin. Vadim, en fait, ça voudrait dire que la pub, en fait, ça marche. Et oui, Laurent, effectivement, la publicité peut marcher. Alors, effectivement, il y a 2 volets. Il y a la partie fidélisation. On a vu que le smartphone, c'est 80% des Français, donc c'est un device de masse, donc ça concerne massivement les Français, mais c'est à la fois un device personnel, voire même on pourrait même qualifier d'intime. Parce qu'effectivement, on a assez vidéos perso, on a assez vidéos perso, on a assez textos perso et on a assez applications perso. Donc, du coup, sur la partie fidélisation, ça fait assez sens d'exploiter le smartphone. Avec le wallet, avec des applications effectivement diverses et variées. Le meilleur cas, c'est sans doute Sephora. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont l'application Sephora dans la salle, mais on voit très bien l'efficacité des push notifications de Sephora dès qu'ils ont une offre. Dès qu'on passe à proximité d'un point de vente, les performances sont juste astronomiques. Donc ça, sur la fidélisation, le mobile n'a plus rien à prouver, on voit que ça marche. Sur la partie acquisition, c'est là où je voudrais mettre un petit peu le point.
on voit qu'on ne va pas rechercher la même performance sur un smartphone que sur un desktop ou sur d'autres canaux. Je m'explique, effectivement, sur la partie acquisition, notamment en ligne ou ce genre de levier, effectivement, on va moins convertir sur le mobile. Le mobile va être utile, on a vu que c'était le premier point de contact entre un consommateur et une marque, et donc du coup on va exploiter le smartphone plus à des fins de notoriété, de considération, donc d'apporter de la visibilité d'une marque auprès d'un consommateur à un moment donné, sous une belle forme, avec un beau message, avec une belle créa, avec de la data qui va bien, et donc lui adresser un message. Effectivement, la conversion va potentiellement se faire par la suite sur desktop, ce qui arrive quand même dans la majorité des cas, surtout quand le panier moyen est assez supérieur à 100 €, voire encore plus. Là, voilà, ça nécessite plus de réflexion, plus de temps, et donc on va passer plutôt sur le desktop. Le smartphone est à exploiter, c'est potentiel de data, de création, d'interactivité, de plein de choses en termes de notoriété, de considération, c'est vraiment un device puissant. Par contre, évidemment, on ne va pas aller regarder forcément les mêmes indicateurs, notamment tout ce qui va être conversion, etc. Là, malheureusement, l'attribution n'est pas encore optimale, il n'y a pas l'attribution vraiment cross-device, et ça, elle est encore aujourd'hui mal maîtrisée, mais il faudrait regarder ça, parce qu'en fait, elle apporte beaucoup de conversion, mais celle-ci ne se voit pas directement. Donc voilà, donc c'est plus un device de notoriété et de considération, on va moins chercher de la performance dessus. Ouais, merci effectivement pour cette précision, parce que c'est vrai que l'étude met en exergue les différences de performance entre des leviers de fidélisation et des leviers d'acquisition. On sait tous que c'est beaucoup plus dur d'aller chercher des nouveaux clients, et ça pour le coup la pub, ça marche terriblement. Dominique, tu peux nous en dire deux mots ? Oui, alors effectivement, la pub ça marche et je pense que c'est une très bonne nouvelle et ça marche très bien pour les retailers, d'autant plus qu'on est dans un contexte marché qui est relativement saturé. Très clairement, on a des investissements qui n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Pour pouvoir émerger et pour pouvoir driver du monde dans un point de vente, c'est compliqué. La bonne nouvelle, c'est que la technologie aujourd'hui permet d'aller beaucoup plus loin. Le device mobile permet effectivement d'aller, comme le disait Vadim à l'instant, cibler les bonnes personnes, permet d'adresser les bons messages. Et ça, c'est vraiment au cœur de la promesse du mobile. En complément, alors des solutions comme d'autres, mais il y en a aussi d'autres sur le marché, permettent d'aller cibler des personnes dans des zones de chalandise qui sont les zones de chalandise des retailers. Donc, vraiment chercher la personne dont on a besoin pour générer du trafic, et inversement, on peut aussi aller chercher cibler des zones géographiques concrètement qui sont travaillées par vos concurrents. Donc ça, c'est des choses que la technologie permet de faire aujourd'hui et c'est, à mon sens, extrêmement efficace. Merci beaucoup. Karine, est-ce que toi aussi tu as des retours d'expérience de ce que vous faites avec l'application ? Oui, tout à fait. Effectivement, grâce à une analyse assez poussée de la data conso, Fimi est en mesure d'adresser des contenus pertinents aux actifs, comme je vous disais tout à l'heure, ou même aux inactifs, ou tout simplement à ceux qui ne sont pas du tout clients d'une enseigne. Par exemple, cet été, on a eu l'occasion de travailler avec un retailer pour lequel on a vu justement en 2 semaines le nombre de téléchargements de sa carte de fidélité multiplié par 3 versus ce qu'on pouvait constater habituellement. Donc 8000 cartes en gros auront été rentrées effectivement dans l'application. On a également constaté 44% d'ouverture de sa carte de fidélité sur la période versus effectivement ce qu'on constate habituellement. Donc oui, on a des véritables KPI pour vérifier l'impact de la publicité. On peut également aller plus loin parce que si les utilisateurs scannent leur ticket de caisse, on peut voir effectivement que l'enseigne a vraiment été visitée. Et s'il y a une offre, bien évidemment, on peut encore remonter les achats. Merci beaucoup. Et alors peut-être un dernier learning majeur de l'étude, la géologue, on s'en doutait tous, mais quand on en a la preuve, ça va mieux. Dominique, on découvre qu'une campagne géolocalisée surperforme une campagne non géolocalisée avec 5 points de conversion en plus. C'est énorme, surprenant. Alors Télénor, oui, surprenant, non. À mon sens, effectivement, là je réfléchis en tant qu'individu, en tant que consommateur, je suis prêt à répondre à une sollicitation effectivement beaucoup plus favorablement quand elle est géolocalisée. Pourquoi ? Alors quand on regarde derrière ce concept de géolocalisation, qu'est-ce qu'il y a ? On va retrouver 2 éléments très forts. Un premier, c'est effectivement l'élément de ciblage, on en parlait tout à l'heure. L'audience, je suis au bon endroit, on m'adresse le message adéquat. Et puis la partie effectivement création, qui est la partie visible pour le consommateur.
l'utilisateur, puisque lui n'est exposé finalement qu'à ça, tout ce qui se passe derrière, il ne le voit pas. Et là, ce qu'il va voir concrètement, c'est effectivement une offre, un produit, une destination. Il va pouvoir même le guider à cet endroit via une map éventuellement. Donc c'est extrêmement fort, et ça, c'est des choses que les médias traditionnels ne peuvent pas faire de façon complexe. Et puis, si vous comparez ça, par exemple, juste, si vous comparez ce type de communication display à juste une annonce, une accroche publicitaire sur AdWords, on voit tout de suite la différence. On se dit qu'effectivement, il n'y a pas de raison que ça soit plus efficace. Et puis, je pense qu'effectivement, il y a un dernier volet qui est le volet mesure. On va aller vers de plus en plus de précision, notamment via la 5G. Ça, c'est une certitude. On va pouvoir mesurer beaucoup plus précisément ce qui se passe in store, notamment dans les halls. Ça, c'est des choses qui sont sur le point d'arriver, qui seront là dès demain. Donc, effectivement, rien de très très surprenant dans ce constat. Ok, donc la géologue, sujet stratégique. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en la matière que vous recommanderiez particulièrement, Karim ou Vadim? Alors sur la partie agence média, c'est sûr que c'est un vrai sujet. Forcément, donc on peut avoir la visite physique, donc ça c'est chouette, c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais avoir, grâce aux nouvelles technologies, c'est génial. Sauf qu'en fait, cette qualification de la visite physique, il faut pouvoir quand même un petit peu la contrôler, ou en tout cas maîtriser les étendues de celle-ci. Je m'explique, en fait, pour pour comparer plusieurs acteurs quand on fait des plans médias, il faut pouvoir comparer des choux avec des choux et pas des choux avec des carottes. Certains acteurs appliquent des filtres alors qui peuvent paraître simples, mais qui sont les jours d'ouverture, les jours de fermeture, le temps passé en point de vente. Qu'est-ce que je qualifie d'une visite? Ça, c'est évidemment des filtres que tous les acteurs doivent se mettre au diapason par rapport à la demande de l'annonceur. Et puis, il y a toutes les méthodologies. Méthodologie de Globelift, méthodologie exposé non exposé, quel bassin d'audience, SDK, bid request boîtier, qui sont aussi 3 technologies spécifiques sur ce marché-là. Bref, c'est un marché qui est devenu assez complexe, où il faut avoir une vraie expertise dessus. C'est pour ça que d'ailleurs, GroupM a donc créé une entité dédiée qui audite donc 2 fois par an toutes les solutions du marché, parce qu'il y a aussi des nouveaux acteurs, il y a des acteurs qui disparaissent malheureusement. Il y a la RGPD qui est apparue aussi le 25 mai dernier, qui a été, la CNIL en tout cas, a interprété la RGPD de façon assez stricte et dure, peut-être un peu trop, mais voilà, en tout cas ça a clarifié un petit peu le marché là-dessus. Donc voilà, c'est devenu vraiment c'est des nouvelles technologies qui permettent d'accéder à de nouveaux KPIs qu'on n'avait jamais eu au préalable, donc c'est hyper intéressant à travailler, mais il faut bien le travailler pour que ce soit significatif et représentatif. Si on parle d'une visite, mais qu'un acteur A compte une visite de telle façon et un acteur B de l'autre façon, on ne pourra pas les comparer parce que du coup la performance ne sera pas la même. Donc il faut pouvoir bien comprendre cet écosystème-là, et pour ça c'est un peu du temps, c'est un peu du travail. Merci beaucoup les amis, l'heure tourne, donc on va s'arrêter là. Je me permets de signaler que la MMAF reste sur scène avec du contenu à suivre juste après. Je vais vous demander de remercier Vadim, Karim et Dominique, donc de GroupM, S4M et Philly, parce que sans eux, l'étude, elle ne serait pas là. Donc, merci beaucoup à eux. Merci Laurent, merci à tous. Restez dans la salle, on va poursuivre sur les sujets liés au cloud marketing avec 2 autres tables rondes. Une première sur les nouveaux outils CRM et une seconde dans une demi-heure sur les outils de paiement. Et j'invite Mathieu Rouxel qui est déjà là, qui était à la table ronde précédente, à nous rejoindre sur scène. Il est fondateur et directeur général de AskHub. Franck Deville, directeur associé chez Bimobi au sein du Madvertise Group. Et Vincent Pilet, directeur associé chez User Agents, que j'ai vu également s'installer. Bonjour à tous les 3. Bienvenue à la Paris Retail Week et à cette session mobile marketing. On va peut-être commencer par se présenter rapidement. Vincent, alors vous avez plutôt un micro devant vous, parlez bien fort, mettez bien le micro devant votre bouche pour vous présenter. User Agent, en quelques mots, en quelques chiffres, en quelques dates, une agence mobile first et UX first, comment est-ce qu'on vous présente? Oui, on se présente comme une agence mobile first parce qu'on s'est créé sur ce postulat et qu'on n'a pas piloté. On s'est créé il y a 11 ans, on en est à notre 12e OS. Tu m'entends là? Allô? Comment? Il y a des annonces un peu voyantes.
Le petit Kevin a perdu son sac. Donc Vincent, tu disais... 11 ans d'existence, Fuser, agence digitale Mobile First. On fait de la conception centrée utilisateur et des technologies, beaucoup de développement liés à notre monde qui est celui du mobile, applications, PWA et des dispositifs qu'on va qualifier d'innovants liés au monde du retail, beaucoup de digitalisation permanente, un peu d'IoT et quelques expertises à travailler dans le monde du boutique, on en parlera certainement avec la semaine. Il y a des belles références clients également. Ouais, nos clients principaux, le PMU depuis le démarrage de l'agence, McDonald's, Boulanger, La Redoute, beaucoup de grands retailers, du monde du on, du monde du off. Et voilà, on travaille sur cette synergie des deux mondes en ce moment avec le mobile comme allié. Franck Deville également, directeur associé donc, de Bimobi Advertise Group. C'est quoi ce groupe? C'est un groupe spécialisé dans les touchpoints, qu'il s'agisse du own media que du paid media? Absolument. Donc déjà merci à ceux qui sont restés d'être restés. Cette battle de conférence, on essaie de parler plus fort que les autres. Donc Advertise, c'est un groupe publicitaire. On appelle ça une régie publicitaire ou un ad network si on est un peu plus moderne. Et à l'intérieur effectivement de ce groupe publicitaire, il y a une agence qui existe depuis une dizaine d'années, donc un peu moins longtemps, qui fait des prestations autour des applications, des sites web, des web apps, etc. Merci. Et à votre droite, Mathieu Rouxel, bonjour. Alors, fondateur et directeur général de AskHub. Comment on vous présente? On parle aussi d'agence plutôt spécialisée dans les métiers conversationnels. Alors, d'abord, bonjour à tous. Et je suis content, je vois que la salle se garnit petit à petit pour avoir une audience intéressante. AskHub, c'est pas une agence, c'est une boîte tech. Et on croit, nous, en des canaux de conversation, de relations clients hybrides qui mêlent l'intelligence artificielle et l'humain pour des relations clients plus efficaces, tant pour les entreprises que pour les clients utilisateurs. Donc, concrètement, on accompagne des clients comme EDF ou SNCF dans l'analyse de leurs relations clients, des verbatim clients. On va identifier les motifs de contact des clients, les motifs récurrents, les motifs d'insatisfaction, les parcours des clients sur leurs relations clients. Et on va identifier des potentiels d'automatisation et d'optimisation de la relation client. Concrètement, on va automatiser les parcours récurrents. Toutes les demandes ultra récurrentes qui sont formulées par des clients, on va pouvoir y répondre automatiquement et soulager les conseillers qui vont pouvoir s'atteler à résoudre des tâches à plus forte valeur ajoutée où on nécessite de l'empathie et de la force de conviction pour faire de la rétention, de la conversion client. Merci pour ce premier tour de présentation. Alors, on va parler donc des nouveaux outils CRM dans cette table ronde. Alors, on en connaît beaucoup des outils CRM qui se sont progressivement mutés avec le mobile. Il y a évidemment le traditionnel couple entre le site web et l'emailing. Il y a la montée en puissance des applications et des notifications. Et puis, il y a tous ces nouveaux environnements conversationnels. Vincent, pour vous, ça serait quoi les canaux de prédilection aujourd'hui des mobilotes? Et est-ce qu'il y a des tendances qui se détachent? La vraie tendance depuis le démarrage du mobile, c'est le messaging. Partie du SMS qui a été le vrai dynamiteur de la relation client sur le mobile, puisqu'on avait des taux d'ouverture de 95% qui étaient jamais vus par rapport au canal traditionnel. Oui, parce qu'on est à peu près à 20% sur l'email. Oui, on est à 25%. Ça dépend en fait des typologies d'email qu'on aura. Et puis ce SMS, il grandit d'année en année. Il est en train de devenir le rich SMS. Il a pris une autre forme qui est celle de la messagerie, puisqu'au final, on échange dans des messageries, à travers des messengers, à travers le WhatsApp. C'est du moins que ce messaging qui évolue dans des groupes plus fermés, en tout cas dans une façon de dialoguer qui reste similaire mais retravaillée en termes d'expérience. Et puis on a le messaging au travers des apps par la notification qui est elle-même une évolution, mais plutôt reliée à l'application et au pilotage qu'on va avoir au niveau du device. Donc je pense que la vraie nouveauté, c'est que tout ça est en train de s'enrichir en termes d'expérience sur le mobile. Le mobile, en se développant lui-même, a permis d'avoir des espaces d'atterrissage, des landing pages, comme on les appelle, qui se sont améliorés, avec des sites mobiles de meilleure qualité, avec des applications. Et puis même aujourd'hui, on le voit notamment au travers de ce que peut faire Messenger, quand on fait du messaging, d'interagir directement dans la messagerie avec des modèles qui sont déjà développés et d'aller pousser jusqu'à l'atterrissage. Le couple est vachement intéressant, c'est qu'en effet, il ne faut pas isoler uniquement la mécanique de bouche, il faut s'intéresser aussi à ce que l'utilisateur va faire derrière. Et c'est là où, à mon sens, aujourd'hui, la meilleure expérience possible est applicative, avec les notifications, parce
que l'app est la meilleure expérience possible sur le mobile à l'heure actuelle. Donc c'est celle qu'on privilégie. Et c'est vrai qu'à venir, les messageries sont quand même en pointe sur ce qu'on va servir en termes d'expérience. Alors on va parler des éventuels choix dans un second temps. Franck, même question, est-ce que on énumérait le web et les emails, les applications de notification, les environnements conversationnels, c'est vraiment une nouvelle donne pour le CRM mobile? Alors, effectivement, le SMS, ça date il y a une bonne vingtaine d'années, et depuis effectivement une dizaine d'années, il y a quand même un phénomène assez nouveau, c'est tout ce qui est application, qui a quand même remplacé en termes d'usage, on va dire, le grande partie de l'usage SMS, qui aujourd'hui, comme disait Vincent, se tourne vers les messageries. Donc on a finalement plusieurs canaux à la disposition, des canaux qui sont plus ou moins riches pour les marques, qui sont plus ou moins exploités en fonction aussi de leur appétence et aussi de leur coût. Un SMS pour une marque, ça coûte d'envoyer effectivement un message, alors qu'on aura tout intérêt à faire venir un utilisateur dans un espace où finalement il ne va pas vous coûter grand chose, qui est une application sur laquelle on pourra envoyer une notification, ou effectivement on peut parler aussi des messageries sur lesquelles il y a depuis quelques années des bots qui se sont développés, tout ce qui est chatbot, qui sont utilisés par une certaine tranche de la population et qui permettent aussi de communiquer pour une marque avec ses utilisateurs. Donc finalement on a pléthore aujourd'hui de moyens de communication, outre le web évidemment. Alors le web, on peut en parler parce qu'on parle beaucoup d'applications, on parle beaucoup d'environnement conversationnel, mais le web est en train de renaître sur mobile grâce au PWA. Alors, renaître, effectivement, c'est uniquement, on va dire, une adaptation des capacités qu'on a sur mobile dans les applications, c'est-à-dire en gros la possibilité de fonctionner offline, la possibilité de faire de la géologue, la possibilité d'avoir un petit peu de rich media dans une application, qui ont fait se poser la question effectivement à des grosses boîtes comme Google, de dire finalement le web n'est pas mort et il doit évoluer vers un usage qui est beaucoup plus proche des applications. Donc la PWA finalement c'est la réponse de Google en particulier aux applications pour dire mon utilisateur qui ne veut pas télécharger une application, je vais quand même réussir à le capter sur le mobile avec une PWA. C'est encore assez embryonnaire quand on regarde l'usage par rapport à une application. Beaucoup de grands éditeurs, en particulier l'équipe, toutes les marques d'actualité ont développé effectivement une PWA pour répondre à cette problématique de finalement je ne veux pas être prisonnier dans une application, je préfère rester libre entre guillemets sur le web, même si je ne suis pas plus libre. Et donc je propose à mon utilisateur de m'avoir soit sur une web app, soit dans une app, soit sur une messagerie avec un chatbot, soit sur un voice bot. Donc je démultiplie en fait les touchpoints pour pouvoir effectivement diffuser l'information le plus rapidement possible. Mathieu, on a beaucoup parlé d'applications, de web, mais la grosse tendance du moment, c'est cette émergence des messageries et puis au-delà de ça, des bots, des chatbots et tout l'environnement conversationnel. Alors, je vais aller dans le sens de mes petits camarades, le messaging mobile explose, in-app ou en dehors des apps, à travers les applications de messagerie, directement sur des live chats sur les sites mobiles. Il y a eu une grosse mode depuis 2016 sur la création de chatbot. Il y a un petit reflux quand même aujourd'hui. Oui, c'était le lancement de la plateforme Facebook Messenger au printemps 2016. Exactement, et puis il y a eu WhatsApp et d'autres. Et les expérimentations qui ont été réalisées ont pu être un peu décevantes pour certaines. Et nous, on a pris ce contre-pied en disant qu'il faut d'abord analyser les canaux de relations clients existants dans une entreprise, les différents canaux. Puis on a une bonne vision pour voir effectivement l'essor des canaux messaging. Et derrière, créer des automatisations, donc des bots qui vont être entraînés sur ce qu'on aura analysé, qui est ultra récurrent et facile à comprendre et à répondre, et inférer ces automatisations directement dans les canaux existants. Le canal chatbot by itself est trop complexe à adresser, la variabilité des bons clients est trop large pour avoir une expérience qui soit satisfaisante. Par contre, un canal mixte, on a l'IA qui s'occupe de tout ce qui est facile à comprendre, récurrent, et l'humain qui reprend la main derrière, ça fonctionne très très bien, et ça apporte une expérience utilisateur intéressante, et deux, ça soulage les services clients.
Et on en reparlera tout à l'heure dans un instant de l'automatisation. Vincent, on le voit, il y a beaucoup de canaux potentiellement concurrents. Que doivent faire les marques concrètement? Est-ce qu'elles doivent adresser tous ces canaux? Est-ce qu'elles doivent faire des choix? Et comment orchestrer leur présence sur autant de canaux différents sur mobile? En fait, chaque marque aura une stratégie très différente. Il y a des marques qui ne vont pas faire de SMS. J'en parlais avec ma femme, Hermès ne va pas faire de SMS. À un moment, c'est pas antinomique avec la marque, mais c'est pas adapté. Donc chaque marque va travailler ses canaux. Il y a des canaux qui sont plus premium que d'autres. Moi je me rappelle d'une très bonne conf à laquelle intervenait Air France, et Air France expliquait qu'ils utilisaient le SMS dans la communication d'informations importantes, parce qu'il y avait une assurance de délivrabilité. C'est juste un enjeu, retard important, changement de hall, importance de la délivrabilité, la notification n'est pas garantie puisqu'on n'a pas le statut, le SMS a le statut, donc je vais utiliser ce canal-là parce qu'il est jugé plus pertinent dans la relation client. Maintenant, aujourd'hui, l'enjeu là, et c'est le mot qui a été utilisé, c'est l'enjeu de la mixité, de l'omnicanalité, bref, la confusion des mots, c'est qu'on a un seul utilisateur, plusieurs mots, plusieurs canaux, et c'est là où les techniques de conception centrale utilisateur sont intéressantes. C'est-à-dire qu'on va plaquer des outils, type des blueprints, alors c'est du jargonnage, mais vous avez certainement vu ces grandes expériences map, on voit la vie du consommateur et tous ses points de contact avec les canaux. L'intérêt, c'est de travailler comme ça parce qu'on travaille au prisme de l'utilisateur, donc au prisme de la cohérence et du sens. Et en dessous, on va intégrer les coulisses technologiques, on va s'assurer qu'en face de l'utilisateur, on a une bonne synchronisation de la donnée à l'intérieur de notre système d'information. Donc ça nous permet de créer des dispositifs pertinents, de gérer correctement la pression, de se poser des bonnes questions au moment où il va falloir faire intervenir la relation, en tout cas cette démarche potentiellement d'aller chercher l'utilisateur avec une couche, et puis de se poser la question de ce qu'on va mettre dedans, parce qu'on va avoir une valeur liée à un caractère d'urgence sur une donnée sensible, on va avoir un caractère de relance, on va avoir un caractère empathique, on va avoir un caractère juste de souhaiter un anniversaire pour qu'on maîtrise, ou une détection comportementale et on vient questionner. Tout ça, ça doit se faire au prisme de l'analyse de cet utilisateur et de la capacité à synchroniser correctement la donnée dans le système. Franck, ce serait quoi votre analyse? Les marques doivent être sur tous les canaux, mais les actionner quand c'est judicieux? Alors, effectivement, comme disait Vincent, ce qui compte, c'est d'avoir une base d'utilisateurs. Ça, c'est la base du CRM, on va dire que si on n'a pas de base, on ne peut pas faire grand-chose. Je vais prendre un exemple. Allociné, par exemple, a à peu près une base d'utilisateurs d'1,5 million en France. Quand on dit utilisateur, c'est des adresses email, j'imagine? C'est des adresses email, c'est des utilisateurs d'applications, c'est différentes choses. Évidemment, une base, c'est pas homogène. Donc, il y a des gens dont on a certaines données, d'autres non. Il y a des gens qui utilisent l'application Allociné tous les jours, il y en a qui vont venir une fois par mois. Donc, l'important, c'est de ne pas parler à tout le monde de la même façon. Donc, je crois qu'Allociné doit avoir à peu près 8 segmentations différentes. Entre celui qui vient, on va dire, tous les jours sur l'application, sur le site, c'est inutile de le reboucher derrière, de lui renvoyer des notifications. Lui, il va se contenter d'avoir une newsletter hebdo, puisque de toute façon, il vient naturellement. Donc, ça ne sert à rien de relancer. Un utilisateur qui vient une fois par semaine, une fois par mois, lui, ça va être intéressant d'essayer de l'activer. On parle d'activation, ça veut dire de lui faire quelque chose. De l'activer avec des messages plus fréquents, plus ciblés, avec des incentives. Là, on va naturellement utiliser, on va dire, la notification s'il a l'application. On va utiliser le mail aussi, parce que ça ne coûte pas grand-chose entre la notification et le mail. Et puis, si on n'arrive pas à le toucher avec la notification elle-même, ben, c'est là où on va prendre effectivement d'autres moyens, comme la publicité par exemple, en lui adressant des messages ciblés, par exemple vers Facebook. Ça va coûter beaucoup moins cher d'essayer d'activer quelqu'un qui est déjà dans votre base et de le faire revenir que de faire de l'acquisition pure, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que la marque doit essayer de forcer certains canaux? Par exemple, on voit des emailing qui poussent à installer l'application ou à ouvrir l'application directement. On voit aussi des sites web qui sont presque sacrifiés pour générer les téléchargements d'applications. C'est quoi la bonne pratique? Alors, moi tu parles entre autres. Donc, effectivement, je pense que moi, toutes les marques que je connais, tous les cas, parce que je travaille dans une agence mobile, pensent que la bonne stratégie, c'est de pousser leur utilisateur vers l'application. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est là qu'on arrive le mieux à fidéliser un utilisateur, parce qu'on est sur un device qui est personnel, qui est intime, qu'on va utiliser beaucoup plus souvent que son ordinateur. Et donc,
l'usage va être beaucoup plus fort pour l'utilisateur et en plus pour la marque, on va récupérer beaucoup plus de données que sur un site web. Donc on va pouvoir le géolocaliser, on va pouvoir récupérer des statistiques d'usage sur l'heure où il se connecte, etc. plusieurs fois dans la journée. Donc finalement c'est plus riche pour tout le monde. Et c'est impossible de récupérer les mêmes informations sur un site web ou dans une messagerie Un site web, d'abord on peut récupérer des informations, mais souvent elles sont beaucoup plus anonymes que dans une application. Vous avez pu le remarquer, souvent on vous pousse à vous identifier pour avoir effectivement un bonus ou quelque chose, on vous pousse à vous activer dans une application. Ce qu'on va beaucoup moins faire sur le web parce qu'on sait que les gens sont assez réticents à ça. Et donc l'application serait l'environnement de prédilection que les marques devraient pousser. L'application est l'environnement privilégié pour la fidélisation. Et comme quelqu'un disait tout à l'heure, pour l'acquisition, ça va plutôt être le web ou d'autres canaux. Mathieu, même analyse, après tout, les messageries permettent aussi de bien fidéliser les clients quand on a récupéré un numéro de téléphone ou une adresse email. Oui, alors la RGPD a quand même encadré plein de choses sur les données qu'on peut collecter et garder après une session de conversation avec un client. Mais moi, effectivement, je vais plus sous l'angle du service client, sur l'acquisition et sur le droit d'empreinte d'un client, stratégie de fidélisation. On voit que le messaging progresse énormément, mais les canaux traditionnels persistent. Et on voit que dans la fraction d'utilisation, il s'empare de façon importante. En fait, sur le reflet des personas clients, les anciennes générations sont plus enclines à avoir une personne réelle en face d'elles pour répondre à leurs questions par messagerie, par téléphone ou par email. Là où les jeunes générations sont plus enclines à aller chercher une réponse instantanée, quel que soit l'interlocuteur ou le contenu. On peut pousser des contenus self-care sur des mailbox. Est-ce qu'en caricaturant, il n'y a pas une question justement générationnelle dans les canaux? Est-ce qu'au-delà d'un certain âge, on préfère le site web, en dessous d'un certain âge, on préfère le messaging, et au milieu, les applications? C'est précisément ce que je veux évoquer. Les générations plus anciennes vont avoir besoin d'une réponse circonstanciée, complète, avec une vraie personne en face d'elle. Là où les jeunes générations ont une information instantanée, sur un parcours de mobilité. À changer de niveau, peut-être plus tard. Là où les jeunes générations ont l'info instantanée, se contacter pour. Vincent, tu voulais réagir? Ouais, juste, on s'est un peu laissé surprendre par en effet un peu ces caricatures, c'est qu'on se rend compte que. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les familles souvent mettent les grands-parents sur WhatsApp. En fait, les grands-parents utilisent WhatsApp. Et en utilisant WhatsApp, eux aussi, ils intègrent le réflexe de la nouvelle génération. Donc, en fait, tout ça, c'est des usages qui sont en train de s'installer avec une génération qui n'a pas connu l'ancien monde, donc qui utilise le nouveau de manière très spontanée. Mais en fait, je pense que tout le monde est en train d'utiliser le nouveau monde et d'être en plein dedans. Donc, nous, quand on fait justement de la conception centrale utilisateur, on sort vraiment du côté jeune-vieux. On est dans des profils, dans des typologies d'usage, mais qui ne sont pas fondamentalement liées à l'âge, parce que, encore une fois, il y a des échanges intergénérationnels. Un charmant de belle-mère utilise l'application BNP Paribas pour gérer ses comptes en banque. À aucun moment, on la met dans un persona si on doit travailler comme ça. Alors qu'elle a largement l'âge de considérer comme étant plutôt un client retail d'agence. On a beaucoup parlé de canaux avec cette concurrence ou cette complémentarité entre web, application et environnement messaging. Un mot peut-être aussi sur les messages qu'il faut adresser. Comment est-ce qu'il faut parler aux mobinautes? Est-ce qu'ils ont des attentes différentes de ce qu'on a vu ces dernières années sur ordinateur? Là, c'est un peu ce que Franck disait. Ce qui est la vraie grosse tendance actuelle, c'est la capacité à personnaliser le plus possible la relation et donc de s'assurer que le message qu'on envoie trouve porte ouverte. D'un point de vue cohérence. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez tous entendu parler du marketing one-to-one, on en est véritablement là. Nous, on travaille avec Franck Prix sur un programme relationnel qui s'appelle Bidi, qui a été vraiment dédié à la construction de la relation one-one, avec un vrai outil, avec une petite intelligence, en tout cas des algorithmes qui sont supposés faire ce travail. Et là, on a vu l'impact sur l'application. On a vu plus 30% d'usage, on a vu beaucoup de repeats. On a vu la valeur client augmenter puisque la notification personnalisée renvoie vers une consommation dans l'app et incrémentalement, on a vu que ça fait vraiment la différence. Et qu'est-ce que vous avez fait de différent sur le mobile que vous faisiez avant sur l'ordinateur? Pas grand-chose, on a suivi juste un contexte d'époque, c'est-à-dire qu'on a la capacité à cibler en one-to-one, c'est-à-dire qu'on sait que c'est l'écran personnel, que c'est pas l'écran de la famille, donc on va cibler l'individu.
Est-ce que le ton, par exemple, est-ce qu'on tutoie en CRM mobile? Bibi, par exemple, est très empathique. Donc, on va avoir un tone of voice qui va être adapté à la manière dont la marque a envie de s'exprimer. Quand on va travailler dans le monde bancaire, on va être tout à fait différent. On va être beaucoup plus dans le care et dans l'attention particulière, à ne pas générer de surréaction sur des annonces de découvert, sur des annonces d'opportunités en placement ou sur des risques parce que la bourse dégringole et qu'on PEA en prend un coup. Là, bien évidemment, on est dans la gestion émotionnelle. Mais là, encore une fois, c'est le travail de la conception centrale utilisateur. C'est à qui on s'adresse, quelle typologie de ton. On n'est plus au tutoiement ou vraiment. Je pense que chez Askub, ils ont un énorme sujet qui est l'UX, un agent conversationnel. C'est extraordinaire parce qu'on est dans un dialogue, l'écriture d'un dialogue avec un individu. On est dans un temps de réponse. On parlait l'autre jour avec des gens qui font de la robotique. Le temps de réponse d'un robot, rien que ça dénote de savoir s'il est humain ou robot. C'est-à-dire que la milliseconde qu'on va mettre en temps d'attente va dire voilà, là j'ai un humain parce qu'il a réfléchi et élaboré une réflexion. Là où un robot va plus vite. Donc on est aussi dans cette recherche de mécanique pour, in fine, humaniser le plus possible la relation. Parce qu'on dit on veut mettre des agents intelligents, on veut faire de la data, du marketing automation, ça sera un sujet peut-être prochain juste après. Et voilà, avec un peu d'humain, s'il vous plaît. Franck, comment est-ce qu'on doit parler aux mobinautes sur mobile? Alors je rebondis sur ce que disait Vincent, effectivement, je pense que les gens ne sont pas forcément dupes, c'est-à-dire qu'ils voient quand ils parlent à un robot et quand ils parlent à un humain. On a fait, nous, par exemple, une application d'aide informatique pour essayer d'aider les gens dans leurs problèmes informatiques. Et on pensait au départ qu'on allait pouvoir automatiser une grande partie des messages de réponse et que les gens allaient payer pour ça. En fait, les gens ne sont pas prêts à payer dès lors que c'est un robot qui s'adresse à eux parce qu'ils comprennent très vite que c'est pas personnalisé, c'est pas adressé à eux et que des fois il y a un petit décalage dans ce qui est dit par rapport à ce qu'ils ont demandé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, est-ce qu'il faut personnaliser? C'est là où effectivement, je pense qu'il y a un juste milieu entre ce qu'on peut automatiser via un robot, via de l'intelligence artificielle, qui va faciliter, on va dire, le premier contact, la relation, la qualification, et derrière passer rapidement à un humain quand effectivement on veut apporter de l'information vraiment personnalisée. Et ça, on n'a pas réussi encore totalement à l'automatiser. Que ça soit dans une application, que ça soit dans un bot, finalement, le canal importe peu. C'est derrière l'automatisation qu'on arrive à émettre. Sur le message, justement, est-ce qu'il y a des trucs qui marchent toujours aussi bien? Peut-être des jeux concours, peut-être exploiter la localisation du mobinaute? Alors, plus c'est ciblé, plus c'est performant. Comme on disait tout à l'heure, Sephora, je crois, était cité en exemple. Effectivement, ils arrivent à hyper localiser, donc à faire du géofencing sur leur utilisateur pour proposer finalement la réduction à la boutique à côté de l'utilisateur et pas à l'autre bout de la France. À l'autre bout de la France. Donc ça, c'est la base. C'est du bon sens, mais la technologie le permet finalement depuis très peu de temps. La technologie permet ça, la technologie permet de s'adapter au contexte. Nous, par exemple, on gère une application pour Météo France. Évidemment, quand il fait chaud, c'est pas la même pub que quand il fait plus froid. Donc, on cible en fait en fonction de la température, par exemple, les publicités pour Häagen-Dazs qui vont communiquer uniquement au-delà de 25 ou 30 degrés. Évidemment qu'il faut être personnalisé, pas seulement dans les messages, dans la publicité également, pour être performant. Mathieu, on a commencé aussi à aborder la question donc, de l'arbitrage entre automatisation et conversation humaine. Hein, si j'ai bien compris, c'est le cœur du métier de Askub. C'est quoi du coup les bonnes pratiques? Automatiser les notifications et essayer de réhumaniser la conversation? Justement, nous, on n'a pas de bonne pratique. C'est-à-dire qu'on a une démarche très data-driven. On va regarder ce qui se passe historiquement sur les canaux de relations clients des entreprises pour identifier ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des parcours récurrents, des sujets sur lesquels on voit que l'humain n'apporte rien et au contraire alourdit la conversation, ou des sujets où au contraire on se dit que la complexité de la résolution de ce problème-là nécessite un humain. C'est moi qui porte la poisse. On va analyser vraiment les parcours pour aller chercher les parcours, les bouts de parcours conversationnels qu'il est pertinent d'automatiser. Donc j'ai pas de réponse toute faite. On a un micro qui a besoin d'être automatisé. Parasite, c'est comme ça marche. Voilà.
Et donc il n'y a pas de règle générale, ça dépend des contextes, ça dépend des marques, ça dépend des générations. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Oui. On va retrouver des typologies de messages clients très récurrents sur avec EDF, on peut comparer avec SNCF ou tout ce qui est lié à de la consommation, à de la facturation, à la demande de justificatif. C'est des choses qui reviennent tout le temps. Donc on peut créer des SOP communs qu'on va retrouver. Tout ce qui revient souvent, on peut automatiser, on fait gagner du temps à tout le monde. Et tout ce qui est plus complexe, qui nécessite plusieurs tours de parole, qui nécessite de se connecter à plusieurs outils RP, SI internes, là va nécessiter l'intervention d'un humain. Et si on arrive à automatiser tout ce qui est ultra récurrent, qui vient pôler la relation client, on va pouvoir dégager du temps pour les conseillers s'ils traitent ces sujets complexes plus rapidement et de façon plus efficace. Et donc ces marques qui misent sur un chatbot pour remplacer leur téléconseiller, elles se trompent. Le chatbot est juste là pour leur faire gagner du temps et les laisser se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Oui, elle se trouve à deux égards. Le premier, c'est que vouloir automatiser toute sa relation client, c'est illusoire parce que les sujets sont trop variés et la nécessité d'entraînement du modèle de compréhension de langage est bien trop importante pour réussir à avoir une expérience satisfaisante. Et le deuxième égard, c'est que effectivement, il y a plein de sujets qui nécessitent d'avoir de l'empathie, d'avoir un vrai humain en face pour répondre de façon satisfaisante aux clients, pour le convertir sur les sujets d'acquisition, aussi pour faire de la rétention, de la fidélisation sur des sujets vraiment de SAV. Je vais nous demander à tous les trois un hashtag de conclusion parce qu'il est déjà 12h58 avec le micro qui reste. Vincent, ça serait quoi le hashtag de User Agent sur le sujet des nouveaux outils CRM mobiles? Nous, c'est un hashtag global, c'est mixité. Mixité dans une notion d'omnicanalité? Ouais, mixité parce que mixité des mondes, en effet, cette omnicanalité, ce monde physique, digital, il a besoin d'être géré dans sa mixité et dans son ensemble. Mixité parce que je crois absolument pas, je ne suis pas expert en intelligence artificielle, mais au fait qu'elle se développe sans l'être humain. C'est encore une fois un enjeu de mixité. Et que tout ça, il ne faut pas opposer l'homme à la machine, hein, les deux. Ça doit driver vraiment notre démarche d'être dans l'association des mondes. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de réponse unique, il n'y a que des réponses mixtes. Merci Vincent, et donc on invite tout le monde aussi à tester le hashtag UserAgent et à découvrir votre offre. Franck, également un hashtag de conclusion pour Bimobi et Madvertise. Un hashtag très général, on va dire hashtag I love mobile, parce qu'en gros c'est ce qu'on trouve sur Instagram. C'est vrai, mais en tout cas c'est vrai, c'est un sujet évidemment que vos clients vous posent toute la journée, quels sont les nouveaux touchpoints et vous les accompagnerez notamment sur les applications et les PWA. Mathieu, un hashtag de conclusion? Oui, je dirais hashtag service client augmenté pour libérer les conseillers des tâches récurrentes et augmenter la connaissance client de l'entreprise et l'efficacité de leur service client. Très bien, merci. On invite tout le monde à découvrir AskHub et son offre d'accompagnement de tous les professionnels du conversationnel. On peut les applaudir. Merci à tous les trois. Ne bougez pas, on va enchaîner avec une dernière table ronde. On va parler de paiement mobile. Alors, je les ai vus, ils sont dans la salle. J'invite Ludovic Francesconi, responsable du service marketing et innovation chez Carte Bancaire, à nous rejoindre. Martin Caltimel, directeur innovation chez Groupe Casino, et Virginie Boulet, Retail Segment Manager chez Ingenico. Bonjour à tous les trois. N'hésitez pas à vous installer. Est-ce qu'on met Virginie au milieu ou en bout de table? Je ne sais pas. Sur les bonnes pratiques. Ils sont galants, ils n'osent pas. Oui, c'est. Bonjour à tous les trois, merci d'être parmi nous ce midi à la Paris Retail Week pour cette session spéciale de la Mobile Marketing Association France. On va commencer par se présenter. Et donc les dames d'abord, peut-être Virginie Boulet, si votre micro fonctionne. Je disais que vous êtes Retail Segment Manager chez Ingenico Group. Ingenico, on le connaît, c'est ce géant français, historiquement plutôt dans le terminal de paiement électronique, mais qui a beaucoup changé. Expliquez-nous en quelques mots aujourd'hui que pèse ce groupe. Ingenico, c'est le numéro 1 des paiements aujourd'hui. C'est un numéro 1 mondial, hein? Numéro 1 mondial, tout à fait. C'est une société
française qui a Mettez été bien le créée. micro devant votre bouche pour qu'on vous entende bien. Mieux. Ouais. Société française qui a été créée Sur le menton. sur le menton, très bien, Parfait. je demande d'habitude. Qui a été créée voilà, en 1980. Le premier terminal de paiement a été inventé en 1984 et c'est ce qui a fait en fait le succès de la société Ingenico pendant des années. Aujourd'hui en magasin en France, pratiquement 3 fois sur 4 quand vous payez avec une solution Ingenico. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Ah bah maintenant on va faire attention. Voilà, maintenant vous allez faire attention, vous verrez, vous nous voyez partout en fait. Et après, donc Ingenico, dans les années 2013 et 2014, a racheté aussi les leaders mondiaux du paiement en ligne de deux sociétés qui s'appelaient Global Connect et Ogone, que vous connaissez peut-être sur les pages web. Et donc c'est comme ça qu'on est devenu numéro 1 mondial. On est présent dans 170 pays aujourd'hui. On fait plus de 6 milliards de transactions en Europe. Voilà, et donc j'aurais plein de questions à vous poser dans un instant sur le paiement mobile. Oui, tout à fait. Parce que c'est un sujet que vous connaissez très bien. Alors à votre droite, Martin Camez, bonjour, directeur innovation chez Groupe Casino. Un groupe qui fait l'actualité en ce moment. Comment est-ce qu'on peut le définir en quelques mots, en quelques marques? Vous n'êtes pas obligé de toutes les dire parce que je crois qu'il y en a une qui est en vente, mais c'est un groupe qui est très diversifié. Mais c'est là-bas. Bonjour. Le groupe Casino, évidemment, c'est un des leaders de la grande distribution en France et en Amérique du Sud. En France, on est le premier retailer en termes de points de vente, avec quasiment 10 000 points de vente. Et on est un groupe qu'on appelle multi-canal, multi-enseigne, c'est-à-dire que multi-format, multi-enseigne, c'est-à-dire qu'on va du petit magasin de proximité avec des enseignes comme Viva, le Sherpa, le petit casino, jusqu'aux hypermarchés géants, et avec des positionnements aussi du discount avec Leader Price et Premium avec Monoprix et Franprix. On est leader en Brésil, on est leader en Colombie aussi. Et aussi un champion sur Internet avec Cdiscount. Exactement, on est le premier site e-commerce français avec Cdiscount. Et aussi un groupe très investi dans le déploiement des applications en point de vente, avec je crois près de 800 000 utilisateurs actifs de vos applications, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est exactement ça. On a des applications par enseigne, on a notamment une application phare qui est Casino Max et qui est extrêmement avancée en termes de paiement sur mobile. Et avec près d'un demi-million d'utilisateurs pour Casino Max, on va en parler également. Ludovic Francesconi, donc responsable du service marketing et innovation de CB. CB, c'est une marque que tous les Français connaissent, mais rappelez-nous en quelques mots, en quelques chiffres, que pèse aujourd'hui ce groupe, ce groupement. Bonjour à tous. Donc CB, effectivement, c'est le système de paiement français le plus important. Donc CB en France, 70 millions de cartes, 1,8 million de commerçants. Et bien sûr, on est présent aussi sur le paiement mobile, on en parlera. Et donc, CB représente environ 90% de l'ensemble du paiement par carte en France. Et donc, si vous ne l'avez pas encore vu, sans doute vous avez le logo CB sur votre carte bancaire. Voilà. Et donc, nous sommes un GIE, nous avons été créés en 1984. C'est peut-être pas un hasard par rapport à... Il s'est passé plein de choses cette année-là. Voilà. Et donc, nous appartenons aux banques et nous avons également... alors, nous avons plein de nouvelles offres et également une partie innovation avec un lab d'innovation qui s'appelle le LabCB. Très bien, alors une première question, quand on parle de paiement mobile, on se pose évidemment la question des usages des consommateurs. Alors on a bien compris qu'on était en train de rentrer dans un monde cashless avec de moins en moins de paiements en liquide, avec l'émergence du mobile, mais est-ce qu'on est pour autant cardless? C'est quoi aujourd'hui les chiffres, Virginie, sur les usages que vous pouvez observer à votre niveau? Donc oui, en effet, on passe du cashless, on est passé du cashless à la carte, même si le cash est encore très utilisé en Europe notamment. Mais ça baisse, tant mieux pour Ingenico, tant mieux pour CB. Sur le cardless, en effet, le paiement mobile est adopté de plus en plus par les consommateurs. On a quand même une grande disparité d'adoption en Europe, dans le monde globalement évidemment. On sait que en Chine, l'adoption du paiement mobile, c'est plus une question. Oui, il y a des solutions, peut-être que tout le monde ne connaît pas le marché chinois, mais il y a des solutions comme WeChat Pay ou Alipay qui sont utilisées par des centaines de millions de personnes, donc c'est vraiment devenu un usage massif. En Europe, effectivement, il y a des chiffres qui varient beaucoup. Alors, on a quelques chiffres qu'on a pu regarder pour la conférence.
Donc nous, on a des chiffres qui sont uniquement sur les clients qui utilisent les solutions Ingenico. On voit qu'au UK, donc en Grande-Bretagne, on a à peu près 12% des paiements aujourd'hui qui se font via mobile. Donc c'est aussi bien les solutions par QR code que les solutions sans contact? Tout à fait. Donc 12% des Britanniques aujourd'hui ont recours à leur smartphone pour payer. Voilà. Un beau chiffre. Un beau chiffre. Un chiffre bien moins impressionnant en France. Aujourd'hui, on va être à 0,2%. Alors, chiffre Banque de France, mais est-ce qu'il y a des peut-être ensuite c'est le chiffre Ingenico, un chiffre Ingenico, mais je suis sûr que la Banque de France reprend le chiffre. Mais c'est un chiffre qui est certifié ou c'est simplement que vous n'avez pas forcément la possibilité de distinguer un paiement sans contact d'un paiement qui ne l'est pas? Non, alors ça... Un paiement mobile, pardon, d'un paiement Celui-ci, ce chiffre, c'est vraiment sur quand on arrive à distinguer. En fait, on arrive à distinguer, notamment chez nos clients retailers, ceux qui utilisent notre plateforme de paiement. Là, on arrive à savoir 0,2%, c'est vraiment l'utilisation du mobile, ce qu'on voit aujourd'hui sur... Ce qui fait un écart considérable entre les Français, qui avaient pourtant été les pionniers de la monétique, et nos voisins britanniques. Comment on l'explique? Alors, je l'explique par notamment ce que vous dites. On a été pionniers dans la carte, et culturellement, c'est ancré. Quand vous payez en magasin, votre réflexe, c'est votre carte bancaire. Donc, l'adoption en France, ça c'est mon parti pris, l'adoption en France se fera par la digitalisation, non pas seulement du paiement, mais globalement du passage en caisse. C'est ça qui fera que l'adoption va être boostée. Ludovic a trop bien travaillé, du coup le paiement mobile peine à décoller. On va juste demander le témoignage de Martin chez Casino. Donc vous êtes commerçant, j'imagine que vous voyez tout un tas d'outils de paiement arriver, notamment le smartphone. Ça serait quoi, selon vous, les statistiques d'usage? Alors les statistiques d'usage, le paiement sur mobile, ça reste faible. On est à 0,2%, les chiffres, Virginie, vous paraissent réalistes? On va être un peu plus élevé, justement, grâce à l'application Casino Max. Je ne vais pas vous donner les chiffres globaux, mais je peux vous dire que sur les magasins les plus performants, les paiements sur l'application peuvent dépasser certains jours 20% du chiffre d'affaires. Mais parce que vous avez dématérialisé les cartes bancaires dans le wallet de l'application Casino Max. Et peut-être juste pour reprendre, et je suis complètement aligné avec ce que Virginie vient de dire, c'est que c'est pas juste du paiement mobile, c'est qu'on a dématérialisé le passage en caisse. Donc c'est-à-dire qu'on a apporté du service au client. On a apporté deux services. Le premier, c'est que le client peut scanner lui-même ses articles dans son application et payer dans l'application et sortir du magasin sans faire la queue. On enlève... Donc il y a le coupe-fil. Voilà, il y a le coupe-fil, exactement, qui s'appelle coupe-fil chez Monoprix ou Scan Express chez Casino, c'est la même chose. Donc ça, et la dématérialisation de la carte de fidélité qui a été un deuxième. Et en plus de ça, effectivement, on a mis ça à la dématérialisation de la carte de fidélité. Donc c'est un autre service. Et enfin, et c'est le dernier point, c'est on va proposer des services financiers. On va pouvoir proposer même du paiement 4 fois ou du paiement différé. Et ça, c'est une vraie innovation et c'est aussi un vrai service pour les clients. Et donc c'est des plus-values du mobile qui peuvent accélérer l'adoption avec un chiffre, vous avez dit jusqu'à 20% dans les meilleurs magasins. Et au global, vous auriez un chiffre en tête du paiement mobile? On va rester en dessous de 5%. En dessous de 5%, en tout cas c'est des chiffres plus élevés que ceux qui circulent depuis quelques mois. Ludovic, on en a déjà beaucoup parlé, du poids du paiement mobile en France. Il peine à décoller parce que le groupement carte bancaire a bien travaillé et notamment à déployer ces cartes sans contact qui sont plébiscitées par les Français. Oui, c'est l'un des facteurs, mais je pense qu'il est important de rappeler aussi que quand on parle de paiement mobile, on ne sait pas toujours bien quel est le périmètre du paiement mobile. Parce que quand on demande aux consommateurs, on fait une étude tous les ans, une étude consommateur, et quand on demande aux consommateurs, il y a 23% des gens qui disent qu'ils payent avec leur mobile. Et donc en fait, avec les clients Casino, je pense. Il y a énormément, oui, mais il y a aussi énormément d'usages où en fait on a l'impression de payer, enfin on paye vraiment avec son mobile, mais on est plus sur une transaction VAD, e-commerce. Et il y a en fait un usage qui se développe énormément en France, c'est le stationnement. Donc on n'est pas dans le retail là, mais typiquement Pay by Phone fonctionne très très bien, ils sont dans 150 villes, et donc on paye le stationnement depuis son mobile. Donc c'est des usages qui commencent à s'installer et qui vont forcément après être adoptés également dans le commerce de détail. Et qui expliquerait les écarts de chiffres entre les chiffres officiels. Alors, on évoquait ceux de la Banque de France de juillet, je crois, qui parlait aussi de quelque chose comme 0,1%. Oui, parce qu'en fait, la Banque de France, reste très bas quand même. La Banque de France parle uniquement du paiement mobile sans contact. Donc des solutions type Apple Pay. Type Paylib sans contact, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, etc. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a une forte adoption du paiement sans contact par carte.
La carte représente 80% des cartes qui sont sans contact. On a dépassé les 2 milliards de transactions sans contact en 2018. On va dépasser les 3 milliards en CB en 2019. Oui, donc il y a une adoption massive. Voilà, ça représente 30% de l'ensemble des achats aujourd'hui qui sont faits dans les magasins sont faits en sans contact. Donc ça commence à devenir très important. Et effectivement, le mobile est l'étape d'après naturelle par rapport à ça. Et après, voilà, il y a différentes solutions. Et je pense, et je rejoins totalement Martin, quand il dit que ce qui va décider les gens à vraiment utiliser le mobile et non plus la carte, c'est les services qui sont autour. C'est-à-dire, la carte, elle sert à payer, elle est très pratique, c'est très facile, avec du sans contact, ça va très vite. Et les gens ont l'impression qu'avec le mobile, c'est plus compliqué. C'est vrai, on peut penser l'inverse, mais en fait, c'est ça qui se passe. Et c'est que si on propose des services associés au paiement via le mobile que le paiement mobile va vraiment décoller. Justement, cher Génico, vous avez profité de la Parité Week pour annoncer une innovation, je crois, pour démocratiser les cartes de fidélité lorsqu'on paye justement avec son mobile. Vous pouvez nous en dire un mot? Tout à fait, on lance aujourd'hui une offre qui s'appelle Tap & Connect, qui consiste en fait à pouvoir, lors d'un paiement mobile, donc un paiement avec Apple Pay, Google Pay, peu importe, un paiement mobile, ou Paylib, bien sûr, de pouvoir en fait recevoir une notification push pour créer votre carte de fidélité. Aujourd'hui, créer une carte de fidélité en magasin, c'est relativement laborieux. Donc on vous donne un formulaire que vous devez remplir, déposer en caisse accueil, ou alors vous êtes à la caisse et puis on va vous demander votre nom, votre prénom, votre âge, c'est toujours agréable. Voilà, c'est toujours un process qui est relativement laborieux. Là, dans cette cinématique, dans ce parcours client, simplement en payant avec votre mobile, là vous allez recevoir une notification push qui va vous proposer de créer votre carte de fidélité digitale. Voilà, super simple. Ce qu'on appelle en un tap. Dans le monde du web, on dit le one click. Dans le monde du paiement, on parle de one tap. Donc voilà, en un tap sur le terminal, hop, vous allez recevoir une carte de fidélité, vous l'ajoutez dans votre wallet, donc dans le wallet natif de votre smartphone, donc dans Apple Pay, dans Google Pay. Et après, pour vos achats suivants, à chaque fois que vous allez payer avec votre mobile, votre carte de fidélité va être automatiquement détectée, votre cagnotte va être incrémentée, vous allez avoir vos coupons qui vont vous être proposés. Donc voilà, ça permet vraiment aux retailers de rentrer dans le smartphone du consommateur et de faciliter l'enrôlement, c'est ça? Faciliter l'enrôlement, et puis l'usage. Tout à fait, exactement. Et donc c'est annoncé aujourd'hui, je crois que c'est fait avec AirPush, Captain Wallet et Splio Bowento. Voilà, donc on a pléthore de partenaires qui sont des dieux du mobile wallet. Donc Splio, Captain, Airship, vous pouvez tous les rencontrer aujourd'hui à la Paris Retail Week, ils sont tous présents. Puis eux, ils sauront vraiment conseiller les retailers sur comment animer ce pass, quelles notifications pousser aux consommateurs sans être intrusif, en respectant la GDPR. Donc voilà, il y a beaucoup de questions à se poser par la suite. En tout cas, l'idée, c'est d'enrichir l'acte de paiement et de faire en un seul et même geste paiement et fidélisation. C'est ça la vision stratégique de Génico? Tout à fait. Pour booster l'adoption du paiement mobile, on croit vraiment qu'associer la fidélité, c'est au moins la première étape pour y arriver. Au-delà de ça, la vision aujourd'hui des géants comme Apple, c'est que demain, finalement, votre portefeuille devienne votre smartphone. Donc, on pourrait aller jusqu'à la digitalisation de vos papiers d'identité. C'est leur vision. Voilà, digitalisation de votre permis de conduire, de votre carte d'identité, pour que demain, vous ne portiez plus sur vous que ce portable. J'ai bien compris qu'Apple voulait nous vider les poches, mais je ne sais pas si c'est quelque chose à prendre au sens propre, au sens figuré. Martin, en tout cas, cette idée de wallet, c'est le cœur de vos applications Casinomax, c'est ce que vous avez fait, coupler paiement et fidélisation. Mais vous avez voulu le faire dans votre application, vous ne vouliez pas être chez Apple ou chez Google. Oui, exactement, et ça répond à un vrai enjeu aujourd'hui des retailers de manière générale, c'est de reprendre la main sur la relation client qu'on a toujours eu historiquement. Et donc dans cette même stratégie, c'est important pour nous de développer notre propre application et d'avoir notre propre moyen de paiement dans l'application. Ce qui nous permet ensuite de rajouter effectivement toute la brique fidélité, parce que comme disait Virginie, on propose aussi la fidélité intégrée au paiement. Et on peut aller à l'étape d'après ensuite, ce qu'on fait déjà, de proposer ensuite de la promo personnalisée.
son historique d'achat du client, de son historique et de son profil, on peut exactement targeter quelle offre est susceptible de l'intéresser. On peut dire que Casino Max, c'est un wallet? Oui, tout à fait, c'est un wallet. C'est d'autant plus vrai qu'on a rajouté aussi une vraie fonction wallet. On peut rajouter au sein de Casino Max des cartes de fidélité, même de nos concurrents. Oui, c'est un choix stratégique que n'a pas fait par exemple Carrefour, hein, qui est resté fermé un petit peu sur les solutions et la fidélité Carrefour. Vous avez fait ce choix d'ouvrir votre écosystème. C'est parce que vous êtes un groupe multimarque et vous pourriez faire d'autres opérations de croissance externe, ou c'était une vraie demande des clients? Non, c'est une demande des clients parce qu'on voit les succès aussi des apps tierces comme Captain Wallet ou autres. Donc c'est une demande des clients. Par ailleurs, ça permet aussi de récolter de la data. Voilà, c'est votre vision stratégique, en tout cas c'est ce qu'il faut faire. Ludovic, vous recommandez aussi aux marques aujourd'hui qui travaillent avec CB d'évoluer et proposer cet acte de paiement et de fidélité en un seul et même geste? Je suis convaincu que c'est l'avenir, effectivement, au moins la fidélité. On a parlé aussi d'autres services comme du crédit ou du facilité de paiement. Du paiement fractionné. De façon frais, etc. Et identité également, peut-être aussi l'aspect authentification, je pense que c'est très important, on va peut-être en parler un petit peu après, mais le mobile a cette particularité par rapport à la carte, qu'il peut permettre de faire de l'authentification forte, de manière plus simple, et donc dans un certain nombre d'applications ça peut être intéressant aussi. Donc oui, forcément, et puis tous les nouveaux parcours clients que ça permet, effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'encaissement sans passage en caisse, scanner les produits, payer directement sur son mobile, avec la fidélité, avec les services associés, ça c'est un vrai plus qui permet de rendre un vrai service aux clients et de développer le business directement. On parlait de paiement one click, one tap, one touch. On voit aussi des marchands type Amazon ou Uber qui veulent faire disparaître le paiement. L'avenir du paiement, c'est le zéro clic, le zéro tap, c'est de disparaître, c'est de le plus fluide possible. C'est pour moi. Pour tous. Pour tous. L'avenir du paiement, on a aujourd'hui quand même alors c'est la transition peut-être vers la PSD2, hein. Mais aujourd'hui la PSD2, donc c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec le paiement, c'est une régulation européenne qui devait être implémentée au 14 septembre et qui a été décalée de 18 mois, qui impose lors d'un paiement électronique d'avoir 2 facteurs d'authentification du consommateur. Alors la liste des facteurs, c'est donc le premier facteur, c'est quelque chose. Ludovic les connaît par cœur. On les connaît tous par cœur. Le premier facteur d'authentification, c'est quelque chose que vous avez. Donc par exemple, on est capable de vous authentifier parce que vous avez un smartphone ou parce que vous avez une carte bancaire. Le deuxième facteur d'authentification, c'est quelque chose que vous savez. Donc un mot de passe ou un code PIN par exemple. Et le troisième facteur d'authentification, c'est quelque chose que vous êtes. Donc c'est votre visage, votre empreinte, c'est la biométrie. Sur ces 3 facteurs, désormais, il va falloir en avoir au moins 2 pour valider une transaction électronique. Donc le zéro clic d'Amazon, ça va être compliqué. Donc, mais le paiement mobile, comme tu le disais très bien, aujourd'hui répond à ces 2 critères, puisque je paye avec une empreinte. D'où effectivement ma question, on voit des acteurs du paiement qui veulent aller vers toujours plus de simplicité, toujours plus de fluidité, au point effectivement de faire presque disparaître l'acte de paiement, et à l'inverse, un régulateur qui veut toujours plus de sécurité et qui réintroduit presque à l'encontre de cette tendance des freins presque par. Est-ce qu'on va pouvoir quand même concilier fluidité et sécurité avec cette DSP2? Grâce au mobile, hein, quand on parle de paiement dématérialisé, il y a quand même toujours un point commun, c'est le mobile. Globalement, le parcours reste fluide. Vous avez l'habitude de déverrouiller votre smartphone. C'est assez simple. Après, cette régulation, elle était importante parce qu'aujourd'hui, la fraude sur le paiement, la fraude sur les transactions, elle a lieu en ligne. C'est 17 fois plus de fraude en ligne qu'en magasin. Donc il était important de sécuriser cette partie-là. Et on a quand même réussi à faire quelque chose d'assez simple. Un bon compromis. Martin, quand je paye avec Casino Max, je fais un paiement sur Internet ou je fais un paiement en point de vente, et quelle est la législation qui s'applique? Là, ça devient technique. Il faut demander à Ludovic, hein, il connaît le sujet. Je peux répondre. Bon, donc au sens effectivement de CB, Casino Max, c'est un paiement e-commerce.
Donc un paiement en ligne, voilà, même si on le fait en point de vente. Même si c'est fait en point de vente. Voilà, tout ça c'est l'omnicanal, il faut à un moment donné que ça converge. Sauf que nos législateurs européens, eux, ils font bien la différence entre les deux. Et donc, si je comprends bien, il faut une authentification forte, y compris dans ce cas. Alors, il peut y avoir une authentification forte qui est demandée par la banque, le client, par l'émetteur de la carte. Et ça peut effectivement représenter un problème important, puisque avec Casino Max, je paye simplement à la caisse. C'est extrêmement fluide. C'est très fluide. Et si à ce moment-là, je reçois un SMS ou un vieux SMS qui me demande de m'authentifier, ça casse un peu le parcours client. Donc il faut trouver effectivement des solutions pour avoir un parcours rapide et pouvoir gérer l'authentification directement au niveau du wallet. Ça, c'est un peu notre vision à nous, c'est que c'est le wallet qui, lui, doit faire l'authentification et pour le compte, quelque part, de la banque avec un accord entre les deux. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui d'une certaine manière, donc quand vous payez en magasin, on va vous demander une authentification, en tout cas sur Apple, soit via Touch ID, soit via Face ID, ou un mot de passe. Donc on a déjà ces barrières-là, sachant qu'on a comme c'est un paiement électronique, quand on enregistre sa carte pour la première fois dans l'application, on va avoir une double vérification aussi par SMS auprès de sa banque. Mais donc c'est compliqué pour un groupe comme vous d'avoir d'un côté des concurrents comme Amazon qui veulent faire disparaître le paiement avec la solution Amazon Go où on sort presque sans payer, où tout est automatisé, et à l'inverse un régulateur qui veut un peu réintroduire de la sécurité quitte à ralentir le parcours client. Alors, oui, effectivement, ça peut être assez contradictoire. N'empêche qu'on travaille justement sur des solutions qui nous permettent d'avoir ces expériences sans passer à l'encaisse. On parle plus de faire disparaître l'encaissement que le paiement. C'est des notions qui sont différentes. Et je pense que notamment grâce aux nouvelles technologies, on a quand même des outils qui permettent de nettement fluidifier le parcours client. Et un mot, Virginie évoquait la question du délai de 18 mois sur le SMS, qui reste aujourd'hui le principal outil de sécurisation, d'authentification forte. Ludovic, vous pouvez peut-être réexpliquer un petit peu les prochains mois, parce que c'était un peu confus. Tout le monde s'attendait au 14 septembre à ce que la nouvelle législation entre en vigueur. Finalement, ça a été retardé. En fait, il y a deux périodes de transition différentes qui vont être annoncées par l'OSMP, la Banque de France. Il y a celle qui concerne le SMS, effectivement. 18 mois, je crois. Qui est, non, même plus, 3 ans. Sur 3 ans, donc jusqu'en juin 2022. Et là, ça veut dire que les banques, le SMS, le code qu'on nous envoie par SMS pour faire l'authentification dans le paiement 3D Secure, n'est pas considéré comme conforme aux nouvelles réglementations. Parce qu'effectivement, on considère qu'il n'y a qu'un seul facteur et pas deux facteurs. Donc les banques se sont engagées, en France en tout cas, à faire disparaître le SMS en très grande majorité d'ici à 3 ans, donc juin 2022, pour le remplacer par de nouvelles méthodes d'authentification plus sécurisées et aussi plus fluides. C'est un peu l'intérêt, notamment en introduisant beaucoup de biométrie. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de solutions d'authentification avec de la biométrie. Et puis le deuxième calendrier, c'est par rapport à la migration vers les nouvelles architectures 3D Secure V2 qui permettent d'être conformes au niveau commerçant, enfin toute la chaîne commerçant, sans prestataire et banque. Et donc là, on est sur 18 mois, ce qui veut dire que en mars 2021, tous les commerçants en fait, devront utiliser le nouveau service 3DS V2, paiement sécurisé, CB paiement sécurisé, pour la partie CB en tout cas. Et donc, voilà, il y a bien deux calendriers différents. En tout cas, on voit une actualité juridique lourde entre la RGPD, la BSP2, évidemment ça complique un peu la vie des marchands. L'avenir, néanmoins, c'est de faire du paiement peut-être une pierre angulaire, le chaînon manquant entre le monde de la publicité et le monde du CRM. On a parlé tout à l'heure de Drive to Store, on a parlé effectivement de nouveaux outils CRM. Vous, Virginie, vous sentez en tant qu'acteur du paiement, vous êtes sollicité de toutes parts, peut-être pour confirmer des visites en point de vente, remonter des datas de consommation. C'est l'initiative que vous faites avec les wallets, par exemple, qui va dans ce sens. Sur le sujet data, ça a été un sujet interdit pendant des années chez Ingenico. La raison principale était une raison d'image. Aujourd'hui, l'ADN d'Ingenico repose sur la sécurité. Pourquoi est-ce que vous mettez votre carte dans un terminal alors, même si vous ne connaissez pas Ingenico, mais vous savez qu'il est sécurisé.
Pourquoi, quand vous mettez vos coordonnées bancaires en ligne, vous savez que voilà, le site est sécurisé aussi. Donc c'était très touchy pour nous de parler data. Voilà. Après, donc, on a vu il y a eu tout le mouvement GDPR qui a quelque part eu le bienfait de mettre des rails et des règles. Donc Ingenico, on s'est autorisé à réfléchir à la data sous deux conditions. La data en tant que data massifiée et anonymisée. Voilà, agrégée. Donc c'est-à-dire que la data est totalement anonyme. On n'est pas capable, la data avec laquelle on travaille, on n'est pas capable de la relier à un individu. C'est très important. Et donc on utilise la data sous deux formats. Le premier qui est sous un format, comme vous le disiez, d'indicateurs de performance aujourd'hui. Et le deuxième qui est la data philanthropie. J'en parlerai après si on est... Voilà. Sur la data en tant qu'indicateur de performance, alors là on y travaille, donc c'est pas quelque chose qui est disponible pour l'instant. On va être plus, on n'est pas encore sur de la publicité marketing. On va être plus aujourd'hui, par exemple, sur la data, si on va regarder le taux de contactless dont vous parliez tout à l'heure, on va pouvoir dire à un marchand, par rapport au marché, votre taux de paiement sans contact est trop faible. Donc ça ralentit votre passage en caisse. Voilà, il y a peut-être des choses à mettre en œuvre pour que pour pouvoir augmenter ce taux. Donc avoir une vision un petit peu sur l'activité des marchands, le montant peut-être des paiements. Le panier, on serait capable avec la data de voir par exemple que dans le secteur, si on prend le secteur de la fashion par exemple, dans telle région, le panier moyen est de temps. On peut avoir un retailer qui est en deçà de ce panier moyen, donc là on pourrait lui indiquer. Donc de véritables outils d'intelligence économique qui demain pourraient être utilisés par des acteurs de la publicité ou du CRM. Potentiellement on y réfléchit. Alors on a un DPO, un Data Privacy Officer comme tout le monde, donc on fait très attention à l'usage qu'on va avoir de cette data. Mais en tout cas, ça fait partie des pistes de réflexion. Martin, Casino est également très actif dans cette valorisation de la donnée transactionnelle avec Relevancy et d'autres initiatives. C'est un vrai sujet pour votre groupe? Oui, c'est un vrai sujet. Je pense que la data, à ce stade, elle permet deux choses. La première, c'est faire, comme on l'a dit, et ce qu'on fait déjà, de la promotion personnalisée avec une couche d'intelligence artificielle. Ça va être la première chose. La data permet aussi, par exemple, de faire des listes de courses prédictives. Ça, c'est deux fonctionnalités au service du client. Et la data permet aussi d'être monétisée. Il n'y a pas de tabou par rapport à ça. C'est aussi une source. C'est le bon vieux trade marketing que les commerçants font depuis plusieurs décennies et qui va évidemment se digitaliser. Et c'est évidemment un gros sujet pour votre groupe, donc de compléter le paiement avec des données autour du paiement. Et vous êtes d'ailleurs, je crois, les retailers français avec des données de meilleure qualité que celles des GAFA, parce que vous savez si on préfère l'eau plate ou l'eau gazeuse et quelle marque on achète. Donc vous êtes parmi les rares à avoir ces données-là. Oui, exactement. Et on a une data particulièrement riche, on le voit, parce qu'on a aussi le site Cdiscount au sein du groupe. Donc on arrive à réconcilier, grâce à cette entité Relevancy, les data online et offline, ce qui est assez rare. Ludovic, carte bancaire, ça a longtemps été du paiement. Vous regardez aussi ces nouveaux métiers autour du marketing, de la publicité? Tout à fait. Donc on a une approche qui est finalement très proche de celle d'Ingenico, puisque on est très prudent sur le sujet de la data. On en a beaucoup, puisque presque 12 milliards de transactions de paiement, un peu plus, quelques 1,5 milliard de retraits. Et donc on a beaucoup de données. Et donc on a commencé à expérimenter des choses autour de l'usage de ces données pour le bénéfice, bien sûr, des banques et des commerçants. Donc on a fait des points d'expérimentation, par exemple, autour de la prédiction d'activité commerçant pour permettre de prédire à un commerçant quel type de pic d'activité il va avoir dans la semaine ou le mois à venir, afin qu'il puisse prévoir son personnel, son stock, etc. Tant qu'il y a encore du personnel dans les magasins. Il faut pas venir le dimanche. Voilà. Et donc il y a plein d'autres cas d'usage qui sont envisageables autour de tout ça. En tout cas, beaucoup d'innovation chez CB autour de ces métiers, voilà, ces choses-là. Je vais vous demander à tous les trois un hashtag de conclusion parce qu'il est temps de libérer la salle. Virginie, ce serait quoi pour vous le hashtag pour Ingenico? Alors le hashtag, c'est le lancement de notre offre commerciale, donc je ne peux pas ne pas nommer le nom de l'offre, donc ça s'appelle Tap & Connect. Vous êtes les bienvenus sur notre stand pour découvrir l'offre. Voilà, et pour la découvrir et installer des cartes de fidélité à la volée par un simple mail. Merci en tout cas d'Ingenico. Et puis on invite tout le monde évidemment aussi à aller sur votre site web pour découvrir toutes les solutions d'Ingenico Group. Martin également, un hashtag de conclusion.
pour Casino? Hashtag CasinoMax. Évidemment, il faut l'installer sur son smartphone, l'utiliser, comme déjà plus d'1 million de personnes en France. Merci en tout cas, puis on invite tout le monde à aller faire ses courses chez Casino, entre autres. Ludovic, un hashtag de conclusion pour CB? Je vais copier un peu, hashtag CB paiement sécurisé. Voilà, donc n'hésitez pas à passer sur notre stand qui est juste à côté par là-bas. Très bien, merci à tous les trois, on peut les applaudir. Et merci d'être resté au bout de cette table ronde. Je voulais juste vous rappeler que nous aurons début décembre le Mobile Marketing Forum Paris. On vous donnera la date définitive dans quelques jours. Et également remercier tous nos partenaires, AskUp, CB, Groupe Casino, Feedme, Groupe M, Ingénie Group, Medvertise, Médiamétrie, S4M et User Agents. Merci à tous et bonne fin de journée.